Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le show présenté par l'Institut du fitness et de la transformation qui s'adresse aux entraîneurs et aux passionnés de fitness. Aujourd'hui, je suis accompagné à nouveau de mon collègue Vincent Comtois. Salut Vince. Salut Vince. Et de Dr Gabriel Landry. Salut. Médecin de famille. Ouais. Spécialisé en hormonothérapie et santé sexuelle. Ouais. J'ai bien dit ça? Oui, ben c'est une expertise. Aujourd'hui, je suis là, moi, dans le fond, Gabriel, parce qu'on se connaît aussi personnellement. On a un ami en commun, Henri-Jean Thomas. Je m'intéresse beaucoup aux hormones. Mon parcours me fait interagir avec beaucoup de monde qui avait des problèmes hormonaux. Puis là, ma clientèle vieillit aussi. Fait que les mêmes patients ou clients que tu avais, qui étaient plus jeunes, que j'ai dans ma clientèle, mais ont vieilli aussi. Fait que leur changement d'hormones, je les vois aussi. Mm-hmm. Puis c'est important qu'on ait des gens comme toi, des médecins comme toi, qui sont capables d'accompagner ces gens-là. Fait que je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui. Ben, merci de m'inviter. J'ai beaucoup de questions. Fait que la clientèle qui écoute notre podcast aussi en a souvent. Et c'est un sujet qui est un peu sensible parce que nécessairement, on a des opinions qui sont pas toujours orientées vers la science, mais on sait pas trop où se positionner. Fait que aujourd'hui, je voudrais démystifier tout ça avec toi. On va essayer de faire ça. Fait que la première clientèle qui en a beaucoup de questions sur les hormones, c'est souvent les femmes. Et les hommes, c'est un peu moins compliqué, on en convient. Malgré qu'ils ont leur lot de complexité, mais c'est moins compliqué un petit peu. Et j'aimerais qu'on parle d'abord de la première interaction que les femmes ont avec les hormones, puis souvent qui est un peu banalisée, qui est la fameuse pilule anticonceptionnelle. C'est savoir un peu... c'est quoi les tenants aboutissants, on sait à quoi ça sert ultimement, mais c'est quoi le downside de ça, c'est quoi les différentes sortes, il y en a une multitude. Tu sais, un parent qui voit son adolescente commencer à prendre une pilule anticonceptionnelle, à quoi il peut s'attendre comme changement au niveau autre que le fait d'être un anticonceptionnel, dans le fond. Oui. Ben, tu sais, à la base, tu sais, quand les jeunes filles commencent la pilule, c'est parce qu'ils ont besoin de contraception. Fait que, tu sais, faut pas oublier les besoins qui sont pertinents au départ parce que tu veux pas tomber enceinte quand tu as 14 ans. Fait que, tu sais, moi, je suis pas... Oui, j'aime ça. Plus je comprends la physiologie des hormones, plus je suis capable de nuancer mon approche. C'est autant qu'à l'école de médecine, quand j'ai commencé, justement, on en donne à tout le monde. Je veux dire, c'est comme... C'est des bonbons. Là, en voulant dire, on pourrait très bien évaluer une patiente très jeune puis juste voir, OK, ben, elle a des problèmes avec ses règles, elle a des règles douloureuses, elle a de l'acné, tu sais, plein de choses qu'on peut venir aider avec la pilule. Puis on en donne assez facilement avec... Tu sais, elle n'a pas fait de cardio dans le passé, elle n'a pas d'hypertension, elle n'a pas de problème de santé. Fait que c'est quand même assez facile. Puis c'est vrai que, des fois, on ne regarde pas les deux côtés de la médaille un petit peu. Là. Est-ce que ça a un impact à long terme? On parle beaucoup de perturbateurs endocriniens, on parle beaucoup de plein de choses qui peuvent affecter nos propres hormones puis qu'on va faire attention au jour le jour dans tout ce qu'on consomme. Mais ça, c'est comme si ça n'avait pas d'impact. Puis c'est ça que je trouve un peu plate parce que cette discussion-là, on n'a pas appris à l'avoir, on n'a même pas l'information en école de médecine. On n'a pas l'autre côté de. Puis il y a beaucoup de médicaments, je trouve, qu'on prescrit en médecine, qu'on est comme, on sait que l'indication, c'est ça, mais est-ce qu'on sait c'est quoi les effets à long terme? Puis on se pose. Fait que pour la pilule, bref, ça peut être une bonne... C'est vrai qu'on n'a pas tant d'options que ça, en voulant dire, il y a le Depo-Provera, il y a des progestines, comme... Dans le fond, la pilule, en gros, c'est un éthényl-estradiol, donc son estrogène synthétique avec une progestine synthétique. Puis ce que ça va faire, ça va créer une anovulation. Il y a aussi un impact au niveau comme de l'endomètre qui va faire que ça va le rendre moins facile à s'implanter puis d'avoir une fertilisation. Mais c'est sûr que de créer une anovulation, tu sécrètes pas normalement tes propres hormones, puis pas au même taux non plus. Fait que c'est sûr que ça va avoir comme un impact sur ton axe. Puis la question reste quand même à se poser que est-ce qu'on donne quelque chose qui inhibe un axe à 14 ans qui est pas mature encore, ton axe est en train de la puberté arrive, les gonadotrophines vont commencer à se libérer, bien là, est-ce que tout d'un coup, tu vas être super mature puis ça va bien aller ou si tu le coupes, tu vas comme inhiber quelque chose qui va peut-être avoir un impact sur la fertilité à long terme. Tu sais, des choses, on parle beaucoup des problématiques de fertilité avec nos générations dans 30 ans. Fait que c'est tout ça que je trouve que ça vaut la peine. On n'a pas beaucoup donné là-dessus. En fait, on n'en a pas tant. Puis c'est sûr que moi, c'est quelque chose que je garde en tête. Mais en même temps, c'est vrai que de mettre un stérilet à 14 ans, c'est quand même intense. Là. Des fois, les femmes n'ont juste pas eu de relation. On va pas commencer à penser à mettre un stérilet. Des Depo-Provera, des injections de progestine, il y a des effets secondaires. Il y a des effets au niveau de la densité osseuse. À long terme, quand même, des impacts sur la santé. Fait que moi, je dirais, est-ce que, mettons, ma fille, plus tard, je vais lui dire, il faut pas que tu prennes la pilule? Je pense pas. Je pense qu'il faut avoir une approche encore là, comme nuancée, comme dans n'importe quel domaine. Mais est-ce que je pense que ça a zéro impact? Non, je pense pas. Puis on n'en a pas assez, puis on n'en parle pas assez. Définitivement, je pense que la conversation n'est pas là. C'est, tout le monde prenne ça, les adolescentes prennent ça. Puis comme je te disais tantôt hors d'onde, dans un questionnaire d'entrée, quand j'ai des clientes,
Je pose souvent la question, je pose toujours la question, prenez-vous des médicaments? Souvent, la réponse est non. Puis quand on arrive plus loin, prenez-vous des hormones? Avez-vous, je prends un pilule anticonceptionnelle. Puis là, tu poses la question, depuis combien de temps? Ça fait 15, 16, 17 ans. C'est en quelque part des hormones, ou un médicament. Dans le fond, les gens banalisent un peu tout ça. Je pense que ça a évolué aussi. Je pense que les formes ont évolué, l'information change aussi. Mais je pense que c'est important. Peut-être que les gens savent que c'est peut-être pas banal non plus, puis que c'est important. Comme on disait tantôt, on veut pas qu'une fille de 14 ans tombe enceinte. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a d'autres options? Est-ce que c'est la meilleure? Est-ce qu'on a la meilleure forme? Est-ce qu'on peut faire un suivi, voir, ainsi de suite? Là. Les effets secondaires sont plus rares. Comme tu dis, s'il n'y a pas d'historique de caillot puis tout ça, il y a moins de chances. Mais on sait que prendre l'estradiol ou une forme d'estrogène par la bouche pourrait augmenter l'incidence de caillot chez quelqu'un qui a une prédisposition. Ouais. Je me trompe pas. Oui, tout à fait. Okay. Fait que cette personne-là, par exemple, a des antécédents familiaux, de gens qui ont fait des caillots quand même assez tôt, comme des maladies genre facteur 5 de Leiden, mutation de la prothrombine. Il y a des choses que des fois, tu ne vas pas le savoir jusqu'à temps que ça se passe. Mm-hmm. Puis la plupart des femmes qui sont peut-être à risque, c'est pour ça qu'on va dire, par exemple, si tu as une augmentation des migraines ou tu as des auras qui se manifestent après au début de tes migraines, quand tu commences la pilule, tu as peut-être une prédisposition. Fait que c'est comme un signe. Fait que c'est une contre-indication des migraines avec aura. Mais c'est sûr que tu peux pas le savoir tant que tu le sais pas. Mais en même temps, il faut toujours faire attention. Même les jeunes filles, quand il n'y a pas de maladie connue, je leur dis, si tu vas prendre l'avion, les bas de compression, parce qu'il y a quand même plus de risques liés à ça de manière générale, peu importe que tu as une maladie génétique ou pas. Là. Fait que c'est à considérer. Mais encore là, ça, moi, je suis pas tout blanc ou tout noir avec ça. C'est juste que je pense que la façon dont c'est abordé en médecine, c'est que c'est comme tout le monde peut en prendre, il n'y a pas de problème, puis ça va bien, puis il n'y a pas d'impact. Puis c'est ça un peu que je trouve qui est comme peut-être pas la bonne approche. Je pense qu'on devrait plus étudier les impacts puis être capable pour avoir une décision éclairée, en fait, pour que ton patient puisse prendre une décision vraiment libre et éclairée, il faudrait qu'il y ait tous les risques. Puis c'est vrai que par rapport à la libido, je comprends qu'à 14 ans, c'est peut-être pas ton objectif principal, mais quand tu donnes la pilule à une femme déjà plus âgée, qui a d'autres facteurs de risque, déjà le vieillissement, tu es plus à risque de complications de manière générale, de caillots, des choses comme ça. Mais là, la question se pose. C'est pour ça que quand on dit en périménopause, moi, c'est un peu comme une autre discussion que j'ai versus une jeune fille de 14 ans, parce qu'en périménopause, tu as eu tes enfants. Souvent, moi, je pense que la contraception, l'homme peut prendre le relais à ce stade-là. La vasectomie est une très bonne idée, parce qu'après ça, on a juste à regarder, là, tes hormones, c'est rendu où, puis oui, la pilule, ça fait partie des lignes directrices de la préménopause. Est-ce que pour moi, c'est la meilleure option? Pas pour tout le monde, mais ça peut en être une. Puis ça, je trouve que la discussion est quand même plus facile à avoir, parce que les femmes, ils en ont souvent pris pendant 15-20 ans. Des fois, ça a bien été. Des fois, en préménopause, ils veulent continuer dans la trentaine, quarantaine, à prendre la pilule, puis ça va quand même bien. Puis c'est vrai que chez certaines femmes, ça va vraiment aider à diminuer les grandes fluctuations d'hormones qu'on a. Puis en plus, si on besoin d'une contraception, c'est une bonne méthode, mais c'est peut-être pas la préférée, la plus sécuritaire, mettons. Puis ça va pas nécessairement pour tout le monde. Est-ce qu'il y a eu un tollé un peu aussi avec le fameux stérilet Mirena, qu'il y avait plus de femmes qui avaient des symptômes un peu peut-être reliés à la dépression ou des changements d'humeur, des changements de comportement. Oui. Est-ce que tu as vécu ça sur le terrain aussi? Est-ce que c'est quelque chose que tu... Oui. C'est ça. Je te dirais que les symptômes comme d'hyperandrogénisme, un peu de l'acné puis de la dépression, c'est quelque chose qu'on a quand même, on voit, là, des troubles de l'humeur. Parce que c'est sûr qu'on dit que le Mirena, c'est une progestine qui est locale. Elle va vraiment jouer sur l'endomètre. Mais il y a quand même une petite absorption. Il y a des femmes qui sont plus sensibles, qui vont en absorber systémiquement, puis il peut avoir une sorte d'impact sur la production de leurs hormones. Puis ça peut faire que, justement, un peu comme à des dépôt-provérons, on s'entend que c'est des injections de progestine à haute dose. Fait que c'est une autre game. Puis il y a plus d'effets secondaires. Mais avec le Mirena, chez certaines femmes, on peut voir un peu ces effets-là via l'absorption de la progestine qui va avoir un impact au niveau de l'axe. Puis, fait que oui, mais c'est pas... Moi, je trouve le stérilet, mettons, si on a besoin de contraception en préménopause chez les patientes un peu plus âgées, je suis quand même stérilet hormonal, je suis pas contre. Là. Je sais que les progestines, c'est un peu eux, là, quand tu regardes dans le monde de l'hormonothérapie, de la médecine fonctionnelle, c'est un peu les progestines qui sont les coupables de tout. Là. Fait que même dans l'étude Y, là, on va peut-être rentrer dans cette étude-là parce que c'est un peu compliqué, mais si vous voulez, je rentre dedans, je vais rentrer dedans là, à fond la caisse. Mais dans l'étude Y, dans le fond, c'est des femmes de 63 ans qui ont donné des hormones synthétiques, là, le Premarin puis le Provera. Puis c'était de l'estrogène qui était dérivé de l'urine de jument gravide. Puis le Provera, c'est une progestine. Puis ces femmes-là, comme ils étaient plus âgés, il y avait plus de maladies et tout. Mais bref, même ces femmes-là, ils étaient divisés en deux groupes. Il y avait un groupe qui avait plus d'utérus. Donc, on donnait juste l'estrogène, le Premarin. Puis l'autre qui avait des utérus, on n'avait pas le choix de leur donner, mais qui donnait la progestine synthétique. Puis le groupe qui n'avait pas d'utérus, donc prenait pas de progestine, il y avait moins de cancer du sein avec l'estrogène seul.
23%. Puis ça, quand on rajoutait la progestine, dans d'autres groupes, on venait augmenter. Puis encore là, c'était pas significatif selon certaines études, mais c'était quand même lui qui était plus pro-inflammatoire, la progestine, puis qui augmentait un peu le risque de cancer du sein. Fait que c'est pour ça qu'on l'aime un petit peu moins, même chez les patientes un peu plus âgées. Oui, on pense que le Mirena, en effet, il est juste local, mais chez certaines femmes, il y a une absorption systémique, fait qu'il y a définitivement un impact systémique. Donc, c'est pour ça que moi, tu sais, c'est pas, mettons, les progestines, c'est pas nécessairement quand on vieillit mes préférés, mais ça peut fonctionner pour certaines femmes, dans le fond, qui ont besoin de contraception plus âgées. Parce que les résultats de cette étude-là ont amené une mauvaise réputation à l'hormonothérapie de remplacement. Il y a pas de monde qui ont... Ça a été une plaie pour les femmes. Plaie de l'avancement de cette belle technique-là, quand c'est bien fait, avec des hormones, c'est-à-dire bioidentiques, puis tout ça. Fait qu'on était dans le synthétique, comme tu dis, là, c'est extrait des urines de jument d'un côté, puis tout ça, ça défie un peu l'imaginaire en même temps. Tu te dis, mon Dieu, c'était aussi archaïque que ça. Mais ça a tellement évolué depuis, puis on est resté un peu dans ce stigma-là. Il y a bien des femmes, moi, je prends pas d'hormones, puis je vais vivre avec ma ménopause, puis c'est pas, ma grand-mère est pas morte de ça. Oui, mais tu vis peut-être un changement qui est trop drastique, puis trop important, puis tu pourrais avoir une ménopause beaucoup plus agréable, mettons, puis un vieillissement aussi, parce que les hormones sont pas juste là pour empêcher d'avoir des symptômes, mais ils vont favoriser aussi un paquet de choses qui vont faire en sorte de ralentir ton vieillissement, parce que quand c'est bien fait, ça te redonne un peu le milieu hormonal que tu avais quand tu étais plus jeune. C'est un peu ça, moi, qui m'intéresse beaucoup, parce que dans mon thinking, l'anti-aging, puis tout puis dans le domaine du fitness, c'est un peu ça. Le monde veut rester jeune longtemps, être capable de performer longtemps, avoir l'air jeune longtemps, mais à quel prix des fois? Donc, je trouve que cet aspect-là est important de démystifier aussi qu'il y avait une façon anciennement de faire les choses, puis une nouvelle façon de faire les choses qui a complètement révolutionné ce milieu-là, avec la connaissance qu'on a aujourd'hui. L'autre question que je pourrais avoir aussi, c'est au niveau de quand t'arrêtes, mettons, une femme arrête les anovulants, la majorité du temps, est-ce qu'il y a un retour, il y a un débalancement qui peut se faire sentir un peu plus? Mettons qu'une femme a pris ça pendant 15 ans et décide d'avoir des enfants, justement. Et lorsqu'on arrête, le retour à la fécondité, ça prend combien de temps en moyenne? Est-ce que ça se passe bien? Ou est-ce qu'il y a réellement un impact qui a été étudié pour savoir, justement, est-ce que ça a un impact sur ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'il y a moins de fécondité, que les gens sont moins féconds, ou ça n'a pas de rapport, ou c'est plus environnemental. Je veux t'entendre là-dessus. Ben c'est ça, tu sais, on n'a pas, je pense, d'études épidémiologiques, en tout cas à mon connu, là, par rapport à cet impact-là. Ce qu'on sait, c'est que notre génération, il y a plus de problématiques de fertilité. Puis est-ce que ça cause? Je pense qu'il y a plein de causes, OK? Je pense qu'il y a plein de raisons. Mais c'est sûr qu'on est dans la génération où est-ce qu'on est exposé à plus de perturbateurs endocriniens aussi. Fait que je pourrais pas dire que c'est la pilule qui est le plus grand coupable. Puis ce qu'on dit, nous, ce qu'on a appris à l'école de médecine, c'est que quand tu arrêtes, ben, tu peux retomber dans les 6 mois. Tu peux tomber normalement enceinte. Puis c'est vrai, des fois, quand les femmes veulent arrêter la pilule en préménopause, ben, on l'arrête, puis on fait un bilan hormonal. Puis des fois, un mois plus tard, là, c'est revenu normal. Fait que, tu sais, en théorie, le corps va se remettre à produire. Est-ce qu'il va se remettre à produire de la même façon que s'il n'y avait jamais eu de pilule, puis la maturité de l'axe hypothalamo-hypophysaire aurait été peut-être différente ou, tu sais, fait que c'est ça qu'on n'aura jamais, ce que je pense pas. Possiblement que c'est déjà l'étude, mais je suis pas au courant. Ben, c'est complexe, parce que c'est des longues périodes de temps sur des gens qui n'ont pas pris nécessairement les mêmes produits au même temps, puis tout ça. Fait que c'est un peu comme faire des études sur l'alimentation. La viande rouge contre le cancer, il faudrait prendre tout le monde et les mettre dans un laboratoire pendant 20 ans pour le savoir réellement. Exact. Il y a tellement de variables, c'est ça. Bon, c'est intéressant. Là, maintenant, je t'amène un peu plus loin dans la vie des femmes qui nous écoutent. Qu'arrive-t-il avec la préménopause? Donc, on n'est pas encore en ménopause, mais on est en préménopause. C'est qu'on a beaucoup de femmes qui commencent à vivre des changements. Puis, dans notre clientèle, mais là, c'est des changements au niveau physiologique qui ont de la misère à apprivoiser. Des fois, il y a une petite prise de poids, il y a un changement d'humeur, changement de libido. Puis là, le cycle s'allonge. Comment on vit cette transition-là entre la période féconde puis cette fameuse ménopause-là qui arrive? Puis l'autre question qu'on pourrait peut-être rentrer là-dedans, c'est ça arrive-tu plus de façon plus hâtive qu'avant ou c'est... Oui, c'est sûr. Ben, tu sais, c'est encore les mêmes questions par rapport à plus hâtif ou plus moins hâtif. C'est avec la pilule, tu sais, l'impact à long terme. Je pense que c'est de plus en plus hâtif. Il me semble que c'est ça que j'ai vu dans les conférences, mais je pense pas qu'on a énormément encore là de données épidémiologiques, mais ça fait du sens avec ce qu'on a, puis avec le fait que les femmes deviennent menstruer plus tôt aussi. Là, tu sais, il y a plein de choses qui vont jouer vraiment au niveau des glandes.
Mais bref, tu sais, en fait, moi, je dis souvent qu'on a beaucoup, beaucoup de données, de littérature, d'études. Tu sais, j'avais une gynécologue que je suis sur les réseaux qui disait que, tu sais, mettons, pendant la grossesse, on a comme 1,8 million d'études. Tu sais, on a vraiment des études parce que la grossesse, c'est important. Tu sais, on veut se reproduire. Ce qu'on veut, nous autres, les humains, on veut survivre puis on veut se reproduire. Fait que, tu sais, c'est comme, il faut qu'on soit capable d'être des urgentologues ou d'être capable de traiter les femmes pour qu'ils soient capables d'avoir d'autres humains. Puis après ça, ben en ménopause, puis là, il y a toute la préménopause, c'est comme la grande période oubliée, là. Genre, c'est comme la femme à la couche, là, elle peut ça entre 30 puis 45 ans, comme, ben, prends la pilule des antidépresseurs, là, tu vas survivre. C'est vrai, il y a juste ça comme option. Puis après ça, en ménopause, ben là, on commence à avoir un petit peu plus de awareness, là, on en parle de plus en plus, mais encore là, le nombre d'études, je pense que on avait 100 000, fait que c'est comme 10% de ce que, puis c'est toute la vie, c'est le tiers de la vie d'une femme, là, tandis que c'est 9 mois de la vie d'une femme. C'est important, là, d'avoir des études par rapport aux grossesses. Moi aussi, j'aurais pas aimé ça que ça se passe mal, ma grossesse, mais est-ce que j'ai envie après ça que le tiers de ma vie soit comme mis aux oubliettes juste parce qu'on n'a pas vraiment de données puis c'est pas vraiment la priorité des gouvernements d'investir là-dedans. Fait que, tu sais, ça, c'est la ménopause en plus. Fait que là, la préménopause, des données, on n'en a pas tant. On en a un peu en prévention cardiovasculaire, là, qui, là, faut interagir dans ces années-là, dans ces 10 années-là, avec l'hormonothérapie, avec les habitudes de vie, vraiment, tu sais, c'est ça qu'on va pouvoir faire parce que c'est vraiment comme le moment où est-ce que la femme, après avoir eu des enfants, va pouvoir s'épanouir. Tu sais, c'est comme là qu'elle va reprendre son travail, qu'elle va se sentir bien. Tu sais, elle a fait un peu ce qu'elle avait à faire, puis là, elle peut un peu reprendre contrôle sur elle-même. Tu sais, puis les femmes veulent se sentir bien. Puis la plupart des femmes, quand elles viennent me voir, ben, tu sais, je sais pas si c'est le fait aussi d'avoir eu des grossesses, mais souvent, je le vois à la dernière grossesse. C'est comme ils me disent, là, c'est comme j'ai un épuisement hormonal. Puis c'est drôle parce qu'il y avait encore là dans des podcasts, des affaires d'endocrinologie. J'essaie de comprendre, tu sais, pourquoi. C'est parce que les femmes ont tellement comme sécrété d'hormones pendant leur grossesse. Puis là, après ça, sont comme épuisées hormonalement parce que je me dis, il y a quelque chose, tu sais, de quand même de fou, là, dans les niveaux qu'on voit pendant la grossesse d'hormones qui sont produites par le corps. Mais définitivement, il y a comme une drop. Puis les symptômes, puis là, tu te dis, c'est-tu la charge mentale? Parce que là, la personne, elle a 1, 2, 3 enfants à s'occuper, puis bon, elle essaie de retourner au travail, de reprendre le même rythme de vie qu'avant, mais tu sais, là, clairement, qu'elle est plus capable de boire de l'alcool parce qu'elle dort plus. Tu sais, il y a plein de choses qui s'en viennent, qui sont vraiment plus capables de gérer. Puis ça se peut que c'est parce que c'est son cortisol, puis qu'elle est comme, elle est vraiment surmenée. L'histoire postpartum aussi, tu sais, dans la médecine fonctionnelle, on regarde ça du fait que t'sais, si la femme était dévitalisée avant d'avoir une grossesse, la nature veut que l'enfant survive à sa mère. Là, on voyait ça anciennement là, dans des périodes de famine. Puis tout ça, la mère mourait en accouchant, mais le bébé survivait parce qu'il avait drainé tout ce qui est les ressources de la mère. On parle d'iode, par exemple. La femme tombe en hypothyroïdie postpartum parce que l'enfant avait besoin d'iode pour le développement du cerveau ou du système nerveux, les oméga-3, un paquet d'affaires. Fait qu'on se rend compte qu'il y a des femmes qui commencent leur grossesse puis il aurait dû, regarder ça en amont un peu plus, à dire, ben regarde, j'ai une alimentation vraiment merdique, je suis vraiment dans une situation, je suis déjà au bout du rouleau. Je pense pas que ça va m'aider, là, tu sais. Fait que là, on se retrouve avec la femme après son accouchement, qui, elle, est vraiment, là, tu sais, à zéro ou en quelque part, il faut la remonter au complet. Fait que, hormonalement parlant, ça fait juste du sens que ça aille pas bien si le reste n'est pas là non plus, tu sais. Fait que je pense qu'il y aurait une approche multidisciplinaire un peu à avoir, mais c'est encore là, il y a personne qui se parle. Parce que nous autres, on le voit, tu sais, moi, je le vois dans mon bureau, je pose des questions, puis je regarde, on dit, OK, tu prends des suppléments pendant ta grossesse, t'avais-tu des vitamines, tu sais. La fille borderline anémique avant une grossesse, là, tu regardes le bilan sanguin après, tu dis, oh mon Dieu, OK, il reste plus grand-chose où ça devrait être. Fait que, tu sais, c'est complexe, mais tu sais, ça doit accélérer, j'imagine, le processus de tomber en préménopause, puis tout ça. Si tu pars comme ça, puis tu règles rien, puis tu continues, puis imagine, comme tu dis, un deuxième puis un troisième enfant. Tu sais, ça relève quasiment du miracle de savoir que la fille est encore en vie au bout de la ligne. Là, fait que tu te dis, mon Dieu... en tout cas, les hommes, on serait tous morts dans une situation de même. On a tout donné. Mais tu sais, en médecine fonctionnelle, ils disent souvent aussi, il faut que tu gères comme tous les axes. Là, ils font la pyramide, là, ils disent le cortisol, le stress, après ça, la thyroïde. Puis il y en a même qui vont dire que les hormones, c'est en troisième. Ceux qui ont fait beaucoup d'hormonothérapie, on a l'impression qu'on peut tout gérer avec les hormones, mais c'est vrai que tout est ensemble. Puis définitivement, en postpartum, tes hormones sont comme à zéro. Ton stress, il est comme au maximum. C'est comme tout ton corps. Et c'est difficile. Là, c'est, quand ils disent que ça prend 5 ans pour que tu te retrouves, c'est vraiment vrai. Là, puis 5 ans après le dernier. Fait que c'est peut-être un 15 ans de ta vie que tu as comme vécu sur le carreau à essayer de survivre à ton propre corps et tes propres déficiences. Là. C'est ça. Puis quand tu te comprends pas, imagine le monde autour de toi. Fait que ça reste que c'est un stress aussi environnemental. La femme change. Moi, je me réfère à mon ex-femme, la mère de mon gars, c'est une fille qui a beaucoup de vitalité, c'est une fille qui est très sportive et tout ça.
Puis post-accouchement, c'était comme, OK, elle se reconnaissait plus, moi non plus. Dans l'époque, on était comme, bon, OK, puis là, tu consultes, puis là, c'est normal, là, tu viens d'accoucher, ça va revenir. Combien de temps? Puis ça, quand tu fais aucune intervention, tu remets ça dans les mains du temps. C'est vraiment du n'importe quoi, un peu en quelque part, tu sais pas où tu t'en vas. Fait que. Si le postpartum arrivait à des hommes, on parle souvent de la ménopause versus l'andropause. Parce que l'andropause, les hommes, ben oui, peut-être qu'on pourrait en avoir plus, de awareness puis d'en parler plus, mais définitivement, la ménopause, à cause des problématiques de l'étude White, ils ont vraiment, on repart vraiment de loin, là. Fait qu'on a l'impression qu'il y a comme une grande différence entre où est-ce qu'on part, mais oui, si ça arrivait, là, le postpartum à un homme, j'ai l'impression qu'on aurait plus de solutions. Puis, il y a des médecins, encore là, moi, je fais comme beaucoup de conférences partout, là, aux États-Unis. Il y avait un médecin qui disait, lui, qui donne des grosses doses de progestérone intramusculaire à des femmes en dépression postpartum parce que tu pars à des méga doses, t'accouches, tu tombes à zéro, puis c'est un stress incroyable sur l'organisme que tu es en train de vivre, puis c'est tellement intéressant, mais on parle jamais de ça. On parle de la fertilité pour te rendre enceinte, mais postpartum, la femme, c'est comme gère-toi, là. C'est ça. La lactation là-dedans, ça draine aussi. Non, c'est ça. Effectivement, l'oxytocine, qui est un hormone qui est ça change. Le comportement change, puis à un moment donné, tu te dis que c'est normal parce que tout le monde l'a vécu, mais la personne qui l'a pas vécu, elle n'a pas un guide. La première semaine, ça va être comme ça, puis la deuxième, ça va se passer comme ça, puis attends-toi, la troisième, tu sais un peu ce qui s'en vient. Là, il n'y a pas de façon de faire qui est vraiment bien établie. Puis je pense que souvent, les réponses qu'on a en médecine sont très, gère-toi, là, ça va se passer. Fait qu'il y a beaucoup de culpabilité aussi qui se retrouve vers la femme à dire, ben voyons, faut que je me gère. C'est pas normal comment je suis. Puis, tout le monde passe par là. J'étais un peu dépressive, mais ça devrait pas. Je devrais être contente, j'ai un enfant. Puis finalement, quand tu parles avec du monde, tu as une relation un peu plus personnelle, sans compte, je devrais être plus joyeuse que ça. Puis finalement, je trouve que c'est pas un événement si heureux présentement dans ma vie. Puis j'ai de la misère à gérer ça. Fait que, moi, je vois des femmes, en tout cas de la préménopause, moi, je fais quand même 32 ans que je fais ça. Je m'étouffe parce qu'à toute fois, je me dis, mais on dit que je suis rendu. Mais plus les hormones, puis tout ça, c'est, comme je disais, ma clientèle est vieillie, mais je trouve qu'il y en a plus jeunes où les femmes viennent plus me voir parce qu'ils savent que je m'y connais un peu plus. Mais je trouve que c'est quand même hâtif. Aujourd'hui, des filles, au début de la quarantaine, commencent à avoir des symptômes, puis tout ça. Je me disais, OK, l'andropause chez l'homme, c'est défini comme à 55 ans, maintenant. C'était comme une ligne. On voit des gars aussi de plus en plus androposés vite, puis il y a une dominance estrogénique. Ils ont des symptômes, tu dis, on ne devrait pas être de même. Toi, puis tu fais des tests, puis tu dis, oh, l'estradiol est plus haut que la normale. Bon. Fait, chez les femmes, c'est un peu la même chose. On voit un changement, je pense. Oui. Mais ça peut commencer. Parce que nous, en fait, dans la littérature, la préménopause peut commencer à 35. Okay. Moi, c'est ce que je vois à partir de 35 ans. Avant ça, quand tu as des débalancements hormonaux, tu peux plus regarder du coin des ovaires polykystiques. Là, c'est quand même intéressant. Ça, c'est avec la résistance à l'insuline, avec les surplus de poids qu'on peut voir. Mais une femme, tu vois, qui est dans la trentaine puis qui commence à se poser des questions, c'est tout à fait normal que ça peut être la préménopause qui commence. Puis, tu sais, en fait, ils vont dire ça. Jusqu'à 10 ans avant l'arrêt des règles, puis 45 ans, on en voit là, des femmes qui sont ménopausées à 45 ans. Fait qu'il faut que tu regardes aussi l'histoire familiale. Est-ce que sa mère a été ménopausée plus jeune? Mais il y a aussi que les femmes en fait, la nouvelle génération sont de plus en plus informées, puis ils voient leur mère, puis leur mère, un peu, c'est les boomers. Fait que, tu sais, en fait, moi, ma mère, c'est dans les boomers, puis eux autres, c'est la génération Y. Tu sais, la génération Y, c'est la journée. Moi, je dis, il y avait une pas une YouTubeuse, Dr. Kelly Casperson, qui fait un podcast vraiment le fun, puis qui a dit The boomers are pissed, parce que c'est vraiment la génération qui n'ont pas pu l'avoir dans les 10 ans, l'hormonothérapie, parce que si tu veux la commencer pour avoir de la prévention, il faut que tu la commences dans les 10 ans après l'absence des règles, idéalement. Pas que c'est impossible de la commencer après, mais quand même, si tu veux avoir le plus de bénéfices, prévention cardiovasculaire puis démence, c'est vraiment dans cette... il y a aussi d'autres choses comme cancer du côlon, mais définitivement, dans ces deux valeurs-là, c'est vraiment qui est le plus important. L'ostéoporose aussi, je pense que c'est... C'est ça. Puis l'ostéoporose, en fait, la différence, c'est juste que tu peux le commencer n'importe quand. OK. En termes de bénéfices. Fait que, bon. Puis, tu sais, Santé Canada puis la FDA, ils ont même approuvé. La seule domaine où ils approuvent l'hormonothérapie pour la prévention, c'est dans l'ostéoporose, la prévention de l'ostéoporose. Puis c'est quand même la deuxième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires. Fait que, tu sais, les femmes peuvent le prendre pour prévenir, selon... Le mot prévention fait un peu rire, là, tu vois, parce que, tu sais, ils disent prévention pour l'ostéoporose, mais une fois qu'on a décelé de l'ostéoporose, on va, tu sais, le mettre, souvent, ils vont faire une densitométrie, puis ils vont regarder, il y a un début d'ostéoporose,
Là, ça va être important que tu prennes la vitamine D, du calcium, puis tu fasses attention à tes hormones. Mais s'il n'y a pas de signe, souvent, il n'y a pas d'intervention aussi. Fait que, ça devrait être pris en amont un peu plus. C'est souvent ce qui est dit préventif en médecine, c'est souvent un début de curatif. Oui, c'est ça. Il y en a qui vont voir ça comme il faut que tu aies déjà une problématique, mais en théorie, ça a été approuvé pour la prévention. Fait que tu pourrais commencer pour le prévenir, sans nécessairement avoir déjà une atteinte. Mais puis ils disent que la perte de densité osseuse, ça commence dans la trentaine. Là, quarantaine, c'est vraiment là que... Dans 40 puis 50 ans, là, c'est la transition ménopausique. Fait que c'est là que les problématiques commencent à apparaître. Puis c'est là qu'il faut que tu fasses plus d'interventions, plus de lifestyle, vraiment plus de changements au niveau de ton alimentation, l'activité physique. Pour moi, c'est vraiment la fin de la trentaine. Après les bébés, il faut que tu te prennes en charge. C'est pas Puis par rapport à ça, on parlait beaucoup après les bébés, les femmes qui n'ont pas d'enfants. C'est quoi la différence par rapport à la préménopause? Ben, tu sais, je verrais pas, mettons, pourquoi il y aurait une ménopause plus tôt ou plus tard. Là. C'est juste que moi, ce que je vois... Puis je vois des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants aussi. Là. J'en vois beaucoup. Mais la chose, c'est que je pense que c'est probablement multifactoriel, là, mais cette tempête hormonale-là, puis après ça, le chamboulement, là, ils se sentent vraiment déréglés. Mais est-ce que c'est circonstanciel aussi avec tout ce qui se passe en postpartum? Mais je ne verrais pas pourquoi, mettons, le fait d'en avoir eu ou pas en avoir eu ferait plus que tu vas tomber en préménopause. Mais en même temps, ils disent souvent, par exemple, les femmes qui ont un trouble dysphorique prémenstruel ou des SPM hyper sévères, OK? Quand tu es super stressé, là, quand ton cortisol est vraiment haut, c'est là que tu as plus de symptômes de SPM. T'sais, si tu en vas vivre ton SPM dans le sud, là, tu vas quand même être bien. Fait qu'en voulant dire, la relation entre les hormones sexuelles puis ton stress et tout, c'est comme important. Fait que c'est sûr que quand tu as eu des bébés puis que tu as géré tout ce que tu as géré après, c'est probablement que ça affecte encore plus tes hormones. On le voit beaucoup avec les filles. Moi, je suis des deux sexes. Là, j'ai beaucoup de gars, beaucoup de filles. T'sais, la fille rentre dans ton bureau, elle vient d'avoir 2 grossesses, puis là, OK, là, mes enfants, ils sont rendus à l'école, là, je me reprends en main, puis tout ça. Là, tu regardes l'environnement de la personne, je suis rendu monoparental, j'ai 2 enfants, je travaille 40 heures par semaine, mais là, j'aimerais ça m'entraîner, perdre du poids, puis ça. Puis là, tu l'écoutes parler, puis tu sens un peu la détresse, puis le stress dans son discours, tu dis, c'est la dernière affaire qu'il fallait que tu fasses présentement, c'est d'en rajouter une couche. Là. Fait que c'est de faire un peu le ménage dans les habitudes de vie, puis tout ça. On parlait de l'activité physique. Je pense que pour l'ostéoporose, c'est très bien démontré que c'est hyper important de garder une bonne densité musculaire. Fait que là, la fille est complètement dévitalisée, puis qu'il y a un environnement, tu as le goût de dire, mais regarde, il faudrait que tu lâches ton travail, puis que tu te trouves une source de... On dirait que la solution idéale n'existe pas. Fait que c'est difficile, des fois, de contourner tout ça pour lui donner une solution réelle, parce que, en théorie, je sais tout ce qu'il faudrait qu'elle fasse. Mais en pratique, c'est pas applicable parce qu'il y a trop de facteurs. Tu peux pas arrêter de t'occuper de tes enfants. Fait on a aussi cette réalité-là aussi de notre société qui a beaucoup d'éclatement des familles puis tout ça. Puis ça reste que la femme va se retrouver avec une charge qui est toujours plus élevée que les gars parce que l'instinct maternel, la femme reste toujours la femme, la mère de l'enfant. Je regarde les gars qui sont séparés puis tout ça, oui, ils sont désorganisés souvent. Là, bon, je sais plus quoi faire pour les lunchs. Comment faire à manger. Je sais pas comment faire à manger, puis la maison n'est pas en ordre, puis tout ça. Mais c'est pas la même affaire. La volonté que la femme a beaucoup de stress à savoir, mes enfants vont être corrects, ça va être ci, puis ça, puis là, il faut que je m'occupe de moi. Je trouve ça difficile dans notre monde d'aujourd'hui. Justement, on vit pas dans le sud, là, en train de vivre, que ce soit périménopause ou préménopause, mais dans l'ensemble de l'œuvre, le cortisol, les hormones, du stress, le fight or flight, le monde sont là-dedans 365 jours par année aujourd'hui. Puis là, tu dis, hey, là, faudrait que tu te calmes, faudrait que tu dormes mieux, faudrait que tu manges mieux. Ouais, mais attends un peu, là. Moi, il me reste une demi-heure par jour, je fais ça comment, tu sais. Je trouve que dans l'application, c'est pas simple. Puis on parlait un petit peu des hormones, pas les hormones, mais des ovaires polykystiques, les PCOS, là. Il y en a de plus en plus de filles qui ont ça. Là. Ouais. Moi, je regarde des filles relativement jeunes, puis avant, on voyait ça, c'était accompagné un peu d'obésité. Là, on voit des filles avec un poids complètement normal, puis tout ça. Là, je dis, OK, ça, c'est nouveau, parce que moi, avant, je regardais, puis la fille, elle me disait, la misère à perdre du poids, puis tout ça. Là, on posait 2-3 questions. Fais-toi évaluer là-dessus, là, puis souvent, le résultat venait positif. C'est facile un peu cliniquement de voir les signes. Là, il y a des gens, tu te dis, OK, il n'y a rien qui marche, je comprends pas. Va faire des prises de sang, regarde ça, mon Dieu, OK, il est revenu que des ovaires polykystiques, je l'aurais jamais sous-estimé, je l'aurais jamais estimé. Ouais. Fait que la résistance à l'insuline, c'est pas juste t'es trop gros puis tu manges trop de sucre, là. Fait que c'est pas mal plus compliqué, l'environnement.
C'est comment on deal avec ça? Comment tu deals avec ça? Ouais. Bien, en fait, il faut vraiment bien comprendre la physiopathologie de qu'est-ce qui se passe quand des ovaires polykystiques. Puis c'est vrai que j'en vois des vraiment jeunes qui se font... En fait, ils veulent comprendre. La nouvelle génération, c'est ça la différence, c'est qu'ils se prennent en charge un peu plus tôt. Puis c'est vrai, est-ce que c'est les perturbateurs on va revenir à faire, là, ils ont pris la pilule. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas pourquoi, mais bref, je les vois quand même assez jeunes. Puis en fait, le bilan, il faut que tu fasses un bilan. Il faut que tu vois s'il y a une hyperandrogénie qui est quand même sérologique. Là. Ça, tu peux le voir. Mais c'est sûr que les critères, en théorie, c'est des gens qui ont des règles irrégulières. Bon, ça, c'est tu peux avoir 2 critères sur 3, là, des critères de Rotterdam. Après ça, tu as l'hyperandrogénie comme clinique. Mettons, de l'acné, pilosité, habituellement, c'est dans des zones plus comme androgéniques, là, plus comme les hommes en auraient. Plus de problématiques de fertilité, si on peut voir ça quand même aussi, là, de manière... mais c'est pas un critère. Les 2 critères, c'est vraiment hyperandrogénie, les cycles irréguliers, puis des ovaires polykystiques, en fait. C'est pas des kystes, là, c'est des follicules. Fait que c'est comme si le corps essayait de produire, mais il est comme pas capable. Puis il fait comme plein de follicules, puis c'est comme pas productif, son affaire. Fait que, en fait, l'hyperinsulinémie, c'est comme la base du problème. Ces femmes-là, mettons, tu leur donnes des médicaments qui sont sensibilisants pour l'insuline. Dans le fond, ça peut metformin, des choses. Puis même, j'en ai qui sont pas grosses. Fait que tu pourrais dire, perdre du poids. Puis c'est vrai que de faire perdre du poids, ça pourrait fonctionner. Mais quand ils sont déjà minces, tu te dis, là, comment que je vais faire ça quand tu veux une résistance à l'insuline? Fait que là, tu peux aller avec de l'inosita, de metformin. Il y a des choses qui peuvent venir les aider. Mais oui, aussi, plusieurs suppléments là, qui peuvent être intéressants. Mais les habitudes de vie, vraiment, vraiment essentielles. Puis dès que tu règles la résistance à l'insuline, ils se remettent à cycler normalement. Puis là, ils redeviennent fertiles. Puis ça a été quand même bien étudié là, de manière générale, qu'est-ce qui peut aider pour aider ça. Parce que, dans le fond, la raison pour laquelle ils se font donner la pilule contraceptive, c'est parce que quand ils cyclent pas, puis là, tu sais, dans le fond, si tu traites le poids puis la résistance à l'insuline, ils vont se mettre à cycler. Fait que t'es pas obligé de prendre la pilule. La pilule, c'est parce qu'ils veulent qu'ils se mettent à saigner pour pas qu'ils épaississent leur endomètre. C'est un peu ça le point, là, parce que en théorie, ces femmes-là, il y aurait plus tendance à aromatiser parce qu'ils ont comme plus de gras, puis là, ils ont plus d'estrogène, puis là, il y a une ovule. Fait que si tu ovules pas, t'as pas de progestérone. Fait que c'est comme, ils ont peur que l'endomètre s'épaississe. Fait que c'est un peu ça. Moi, j'ai plus comme... En fait, je vais comme établir le diagnostic, je vais voir qu'est-ce qui est possible de changer dans les habitudes de vie, d'améliorer comme même supplément ou médication pour la résistance à l'insuline. Puis des fois, tout se règle, mais des fois, on peut donner aussi de la progestérone cyclique parce que dans le fond, c'est un peu ça qui leur manque. S'ils ovulent pas. Puis des fois, je fais juste donner de la progestérone, qui est un peu le contraire de ce que des fois ils vont donner la pilule contraceptive ou des progestines pour les faire saigner. Mais si on donne la progestérone, des fois ils vont se remettre à cycler normalement, puis ça va beaucoup les aider. Fait que tu sais, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour ces personnes-là. Mais t'en vois plus aussi, là. Je suis pas fou de dire qu'on en voit plus. Puis en même temps, c'est ça. Moi, le phénotype est un peu différent. Moi, comme je disais avant, j'en disais. 35 ans d'expérience. Non, ça fait un peu moins. Mais moi, c'est ça, dans la clientèle, qui avait de la résistance à la perte de poids, parce que c'est souvent, on commence un peu toujours de la même manière. Puis là, quand ça fonctionne pas, c'est là que tu vas fouiller un peu plus loin, parce que, on veut pas que la personne dépense une fortune non plus en tests et tout ça, parce que nous, on le fait pas. Mais je vois, j'ai une clientèle plus jeune qui a ces problématiques-là avec un phénotype qui est différent d'avant. Je vois des gens avec l'obésité, avec des habitudes de vie qui étaient moyennes, puis tout ça. Puis là, souvent, par le changement d'habitude de vie, il avait été diagnostiqué avec des ovaires polykystiques. Mais là, finalement, la résistance à l'insuline diminue. Il recommence à avoir un cycle normal, puis là, la fécondité revient. Mais là, on voit du monde qui sont résistants à tous ces changements-là parce qu'ils n'ont pas le type. Fait que là, il faut vraiment faire une intervention qui est beaucoup plus... moi, je dis souvent, on travaille de pair avec les médecins. Prendre la metformine, mais en même temps, changer d'habitude de vie. On travaille avec les suppléments, on essaye de couper le plus possible le dosage, puis essayer d'avoir moins d'intervention de médicaments. Mais c'est ça, j'en vois plus. Je trouvais ça intéressant de l'aborder parce que on sait qu'il y a des facteurs environnementaux, mais après ça, tu essaies de trouver qu'est-ce qui fait quoi. Là. Il y a beaucoup de génétique aussi. C'est multifactoriel. C'est comme bien des affaires. Puis l'autre question, qu'on arrive à la ménopause, qui est la dernière partie un peu de ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui, je trouve qu'il y a un peu de travail qui est fait au niveau d'évaluation correcte des hormones thyroïdiennes. Je trouve qu'au Canada, on a une intervention qui est très, premièrement, il y a juste un médicament qui est prescrit, la part du temps, la fameuse Synthroïde, puis on sait qu'est-ce que c'est que la Synthroïde, c'est de la T4 synthétique. C'est pas tout le monde qui convertit de la même façon. Puis, comme je disais tantôt, hors d'onde, souvent, le test, si le TSH est normal, puis on sait que la fenêtre d'évaluation est très large. Là, entre ce qui est normal, tu peux être très sur le bord de l'hypo ou de l'hyper, puis tu es considéré normal. Puis l'intervention qui est faite,
Puis, tu sais, en ménopause aussi, je vois les médecins qui vont prescrire les hormones, tu sais, la progestérone et l'estradiol, mais ils touchent pas du tout, ils regardent pas nécessairement l'estrogène, pas l'estrogène, mais la thyroïde. Puis quand on regarde la thyroïde, souvent, il y a bien des affaires qui se règlent aussi quand on essaie d'avoir une intervention là-dessus. Fait que c'est quoi ton point de vue là-dessus? Oui, c'est complexe, mais en fait, tu sais, puis même des gens qui répondent pas bien aux hormones sexuelles quand on donne estradiol, progestérone, c'est parce que des fois, ils ont une dysfonction thyroïdienne qui est non traitée. Puis c'est tellement complexe, là, tout ça, parce que, tu sais, moi, plus j'en apprends dans toutes ces interactions-là, plus je suis comme, oh my God, on connaît pas grand-chose. Parce que c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai enseigné, par exemple, en endocrinologie, en fait, pas enseigné, mais j'étais tuteur d'apprentissage, fait qu'on supervisait des groupes d'étudiants en médecine dans le domaine de l'endocrinologie. Puis, tu sais, toute la physiopatho, tout ce qu'on a appris, c'est super important. Puis, je parlais avec des endocrinologues, puis j'étais comme, tu sais, la TSH, puis je fais tout ce qui est les lignes directrices, là, endocrinologie, les FMOQ, tu sais, pour voir c'est quoi le standard, parce que quand tu commences à te former aux États-Unis puis à d'autres, tu sais, c'est tellement à milieu de ce qu'on a appris. Fait que je me dis, il faut trouver comme un middle ground. Parce que moi, je veux pas être un médecin extrême qui fait juste de la médecine fonctionnelle, mais je veux savoir ce qui se fait aussi comme selon les lignes directrices. Mais en même temps, les lignes directrices, ils répondent pas aux besoins des patients. C'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, une TSH seule, tu sais, je veux bien, là, mais tu sais, moi, il y a des médecins qui me disent, la TSH, je devrais même pas la regarder. Tu sais, tu devrais te fier aux symptômes quand tu as tout réglé le reste. Bon, on s'entend, c'est comme une opinion un peu plus dramatique, on pourrait dire. Mais en même temps, je comprends que, tu sais, ce que tu vois, par exemple, ils vont souvent dire, tu sais, la TSH, c'est une moyenne populationnelle de gens en bonne santé. Fait que tu as 95% des gens en bonne santé qui vont être entre 0,5, mettons, de TSH à 4,5. Puis ça, c'est ta norme. Fait que le labo va te dire, t'es normal si t'es ça. Mais si t'es à 4, t'es-tu vraiment normal? C'est-tu ta normalité à toi? Tu sais, je veux dire, c'est la normalité populationnelle. Fait qu'il faut que t'attendes d'être dans le petit genre 2,5% aux extrêmes pour être collé à normal. Fait que pour moi, c'est comme, OK, il y a un continuum dans la normalité, puis c'est pas la même chose pour tout le monde. Puis aux États-Unis, de plus en plus, ça change. Les lignes directrices, là, ils disent, si tu regardes ta TSH qui est en haut de 2,5, tu pourrais commencer à suspecter quelque chose. Fait que c'est pas juste comme les médecins fonctionnels là, qui inventent ça. C'est de plus en plus discuté. Parce que au-delà de ça, tu peux avoir aussi tes organes, fait que tes organes cibles, là, tes muscles, ton cholestérol, tout ton foie, qui vont peut-être moins répondre. Fait que tu peux avoir une sensibilité qui est diminuée à l'action de tes hormones thyroïdiennes. Fait que ça, tu peux pas vraiment le déterminer. Puis en effet, tu parlais de comment est-ce qu'on convertit la T4 en T3. Ben ça aussi, tu sais, on peut calculer la reverse T3. Puis la reverse T3 est là pour quelque chose parce que dans le fond, si tu avais trop d'hormones T3 actives, ben tu serais tout le temps comme ça, des palpitations. Fait qu'il faut que ton corps soit capable de l'annuler, mais il y a des gens qui vont justement ou pas bien convertir ou en faire trop, puis mais c'est ça. Tout ça, c'est vraiment complexe. Puis quand je parle avec mes collègues endo, ils me disent « Ah, mais la T3, T4, c'est pas fiable. » Tu sais, je comprends, mais la TSH aussi, c'est comme quand même, tu sais, c'est pas super représentatif de l'activité biologique de tes hormones nécessairement. En tout cas, pas pour tout le monde. Puis ceux qui se retrouvent dans mon bureau, ben c'est ceux qui répondent pas au traitement traditionnel. Fait que ça arrive. Puis tu sais, encore là, moi, le Synthroid, j'en donne. Tu sais, oui, il y a plein de façons de traiter l'hypothyroïdie. En fait, si on veut doser, on peut faire juste la TSH en faisant les lignes directrices, ou on peut racheter la T3 et la T4 libre, idéalement. Il y a des gens qui vont avoir une maladie d'Hashimoto, qui vont avoir des anticorps, les anti-TPO, anti-thyroglobuline. Fait que tu peux aller comme pousser un petit peu plus ton évaluation, dépendant des gens. Mais comme je vous dis, moi, je vois pas de la première ligne. Je vois des gens que, tu sais, ça va pas bien, puis on a vraiment essayé beaucoup de choses. Fait que bref, après ça, le Synthroid, ça reste quand même la ligne directrice. Je vous en donne du Synthroid. Là. Moi, je suis pas anti. Moi, je suis pas anti. Comme je disais, c'est juste le fait que c'est souvent le seul outil envisagé. Fait que si ça fonctionne pas, on augmente. On suppresse la TSH, plus elle est supprimée, mais plus c'est. Là, on arrive avec le diagnostic souvent que là, ta thyroïde, pas ta thyroïde, mais ta TSH était à 4, 4,5, 5, tu étais sorti. C'est parce qu'avant, on avait des normalités à 3,5, on est rendu à 4,5. Puis, fait que la normalité s'est élargie un peu. Ouais. Puis là, on se retrouve avec la femme qui était à 5, 5,5 symptomatique. Puis là, on donne la T4, on donne du Synthroid. Là, il est rendu à 2, ben là, on dit, OK, t'es traité. Même j'ai encore les mêmes symptômes, docteur. Ah, mais là, c'est dans ta tête. Oui, ça va pas. C'est ça. Ouais. Nous, les lignes directrices, c'est qu'on te met entre 2 et 3, puis on se fout de comment tu te sens. C'est ça. Moi, c'est ça que je trouve plate, en fait. C'est parce que. Puis c'est correct d'augmenter le Synthroid graduellement, puis de voir, puis d'optimiser. Si t'es capable de tolérer comme médecin qu'elle soit un peu plus basse, là, puis que la patiente va bien. Mais oui, c'est vrai que la T3, puis ça peut être du Cytomel, là, ça peut être prescrit synthétique aussi. Cytomel, dans le fond, c'est la T3, puis des fois. Puis il y a beaucoup d'études qui démontrent que, dans le fond, les gens, ils ont plus haute satisfaction. Puis au niveau aussi de la perte de poids, les gens qui ont de la misère à perdre du poids, la T3, l'ajout de la T3 peut avoir un bénéfice de plus là, à venir le mettre avec le Synthroid.
Ouais, mais ça, j'approchais cette affaire-là parce que j'ai beaucoup les 2 PCOS, là, les ovaires polykystiques, puis des gens qui ont des hypothyroïdies aussi subcliniques, là, qui ont cliniquement ils ont été traités, mais qui ont tous les symptômes encore. Ouais. On faisait la liste des symptômes avant qu'ils soient traités, puis on la fait encore aujourd'hui, puis il n'y a pas d'amélioration réellement. Puis là, il y a des médecins qui sont ouverts, là, ils rajoutent l'estomel, mettons, 2 prises de petit dosage le matin et le midi. Puis, là, ça change tout. Parce qu'on voyait que la conversion n'était pas bonne. Fait que la T4 reste la base pour donner un réservoir. Mais c'est la T3 directement qui fait toute la différence. Fait que là, je disais, OK, s'il y avait cette approche-là un peu plus souvent, pour certains qui sont résistants au traitement, parce qu'il y en a que ça fonctionne très bien. J'en vois, ils prennent la ceinturoïde, puis ça va super bien. Mais il y en a qui sont résistants, puis il y en a pas mal quand même. Ouais. Il y a des facteurs environnementaux, là, les métaux lourds et tout ça, qui vont combler les récepteurs. C'est compliqué. La thyroïde, c'est une hormone c'est des hormones qui sont sensibles à l'environnement beaucoup. Fait que dans un facteur où l'environnement est de moins en moins bon. L'entraînement va changer, ta conversion, la conversion de la T4 en T3 est sensible à vraiment beaucoup de choses. C'est ça. Fait que la santé du foie, la santé des organes en général, périphériquement en même temps, le récepteur, moi, je le regarde pas mal parce que la majorité du monde qui me consulte, ils veulent perdre du poids. Là. Fait que, si tu as des problèmes de thyroïde, puis tu fais tout ce que je te dis, là, un peu, il faut que je me creuse la tête parce que il y a une résistance à l'huile de porc. Tu parlais, Vince, des symptômes. Pour le commun des mortels qui nous écoutent, ça serait quoi? Les symptômes, Gabriel va peut-être m'aider là-dedans, mais habituellement, il y a la fatigue, une prise de poids inexplicable, c'est un peu errant terme, mais une petite prise de poids habituellement, bon, j'ai pris un 5-6 livres, puis je sais pas pourquoi. La frilosité, de la peau sèche, un changement du transit intestinal. Puis il va y avoir aussi, des fois, l'impression que tout va trop vite. Tu es comme un peu au ralenti, puis les gens ils ont comme peut-être des symptômes un peu de dépression aussi qui vont avec ça. Oui, tout à fait. Mais cognitif aussi, beaucoup. Oui, le brain fog, pas de la misère. Puis là, ils sont traités. C'est une belle ouverture que tu fais parce que il y a beaucoup d'adultes qui sont diagnostiqués avec des TDAH. Oui, je sais. C'est mon... Là, des filles, je prends du Vivance maintenant, ça va vraiment mieux. Ouais. T'es tout diagnostic. Ouais, c'est ça. C'était-tu un bon diagnostic? Oui, je comprends qu'avec un psychostimulant, tu te sens plus allumé, c'est sûr. Je te donne une drogue, tu vas me dire, j'ai un effet de la drogue. Mais c'était-tu nécessairement ça le problème? Fait que là, encore là, on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. La femme commence à prendre ça dans 10 ans, elle va avoir l'air de quoi, je sais pas, là. Ben, c'est ça. Moi, je leur dis, en fait, il y a une couple de diagnostics quand les patientes viennent, même en préménopause, ménopause, dans mon bureau, que je veux exclure. Mais TDAH de l'adulte qui arrive out of the blue, c'est quelque chose que je vois vraiment, vraiment souvent. Ça, moi, c'est les deux. En fait, les deux plus, c'est la fibromyalgie puis le TDAH, là, que les patientes, parce que des fois, ils attendent longtemps avant de me voir. J'essaie de les voir pas trop longtemps, mais ils ont déjà été voir des médecins puis ils se sont fait diagnostiquer ça. Puis là, ils prennent des médicaments. Puis, c'est sûr, des hypnotiques aussi pour dormir. Plein d'affaires. Mais, tu sais, TDAH, moi, je leur dis, ça se peut, tu sais, que t'avais un petit TDA à bas bruit, puis les femmes, on dérange pas, fait qu'on n'est pas trop H, fait qu'on se fait pas diagnostiquer, puis ça arrive qui était comme t'étais vraiment intelligente, fait que t'es fonctionnelle toute ta vie, puis là, quand t'arrives, puis t'as un débalancement hormonal surajouté, ben là, tout fout le camp, puis ça se peut. Mais moi, j'ai plus tendance à avoir l'approche, en fait, à moins que ça soit sûr, c'est clear cut, les enfants sont TDAH, tu sais, comme, il y a des antécédents, puis il y a comme, non, j'étais vraiment comme ça, mais j'étais fonctionnelle. Mais des fois, je vais leur dire, tu sais, on va commencer par l'hormonothérapie, puis voir comment ça va. Bien sûr, en dosant la thyroïde et tout pour exclure d'autres causes. Mais puis si jamais, après 3-6 mois, ben, ça persiste puis ça s'améliore pas, ben là, tu sais, il faut faire une évaluation TDAH pour voir y a-t-il quelque chose qui était là. Mais oui, ça, c'est comme le diagnostic que je vois. Ben, c'est un diagnostic un peu, fourre-tout, là, tu sais, même pour les enfants. Je lisais une étude qui a été faite par un psychiatre, puis il disait, tu sais, les enfants qui sont nés au mois de septembre ont 25% plus de chances de se faire diagnostiquer qu'un TDAH. Ben oui, parce qu'ils se retrouvent dans une classe, tu sais, ils sont pas développés au même niveau. Puis on est un peu champion ici au Canada, au Québec. Là. Fait tu sais, on est-tu vraiment plus crétin que les autres? Je sais pas. Là, je veux dire, je trouve que c'est important de se poser les bonnes questions. On a des beaux outils. Ça peut être pratique pour plusieurs. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment comme une genre de facilité à dire ben écoute, puis tu sais, c'est subjectif quand même comme évaluation. Là, c'est pas j'ai un test noir sur blanc, là, t'es sorti du barème, là, je te pose des questions, je regarde ça un peu, je t'évalue. OK, aujourd'hui, c'est ça, mais ça aurait pu être d'autres choses. Fait que, ça ne peut pas différencier si tes problèmes hormonaux non plus, là, dans ton... Mais les symptômes peuvent se ressembler beaucoup. Là, quelqu'un qui a brain fog, la misère à me concentrer, je perds mes idées, je suis confuse, je perds... mon Dieu, ça peut être, hormonalement parlant, ça peut être plein d'affaires aussi. Fait que j'ai une autre question qui tue avant la ménopause. C'est mon sujet préféré, les hormones. Les fameux peptides.
Ozempic et compagnie, là, tu te situes où avec ça? Ben bon, tu sais, moi, je suis pas contre rien, là. Je suis vraiment très nuancée. Mais de manière générale, il y a beaucoup de femmes, quand ils arrivent me voir, puis qu'il y a cette période-là où est-ce que, genre, ils ont pris du poids parce qu'ils sont arrivés, puis ça a pris du temps, puis là, ils ont comme l'impression d'être un peu au bout de leurs propres options. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, là, je leur dis prends-toi un entraîneur à temps plein, puis trouve-toi un nutritionniste, puis tu sais, tout va pouvoir se gérer. Mais comme tu disais, monoparental, tu sais, il y a plein de choses. Tu sais, c'est un... Oui, c'est une maladie chronique, puis oui, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui en ont besoin à vie. T'sais, autant il y a des endocrinologues qui vont dire, autant qu'on traite l'hypertension puis le diabète tout le temps, ben l'obésité, c'est une maladie chronique. Fait que tu commences, t'arrêtes pas. Il y a des gens qui vont penser comme ça. Puis c'est vrai pour certaines personnes, mais il y a d'autres personnes chez qui c'est circonstanciel, parce qu'il y a peut-être d'autres causes qui fait que la vie, la charge mentale, la monoparentalité, il y a plein de choses qui fait qu'à un moment donné, t'as pas pu te prioriser toi. Plus peut-être un déséquilibre thyroïdien, plus un déséquilibre hormonal qui fait qu'à un moment donné, c'est difficile, tu sais, quand tu as repris, mettons, ils viennent me voir, puis ils ont pris comme 20 livres en l'espace de 2-3 ans. Là, c'est commun là, que je vois ça dans mon bureau. Fait que, oui, je vais dire, Gab, en donnant de l'estrogène, par exemple, quand on arrive en ménopause, l'estrogène va faire que tu vas moins stocker, va mieux ta résistance à l'insuline, va moins stocker de gras viscéral abdominal, diminuer le risque de syndrome métabolique. Fait que définitivement, il va avoir un impact positif. Mais si tu es encore en péri, ça se peut que je te donne pas d'estrogène. Fait que là, il faut que j'essaie de pouvoir t'aider. Fait que tu sais, des fois, juste d'en prendre un petit peu, là, ben, quand ils ont les critères, bien sûr, mais tu sais, ça leur donne quand même ce petit kick-là qui leur donne confiance. Puis je leur dis, c'est pas pour tout le temps. Tu sais, de plus en plus, on parle du microdosing, là, mais tu sais, ça peut être pour une certaine période, juste pour essayer de te redonner justement un petit coup de pied le temps qu'on optimise ses hormones puis qu'on trouve d'autres solutions pour toi. Fait que c'est un peu... Moi, j'en prescris, là. Je veux dire, c'est pas... Ben, tu sais, moi, quand j'ai vu les premières études qui sont sorties là-dessus, premièrement, le mode de fonctionnement puis comment ça fonctionne, surtout au niveau de molécule, là, le rétatrutide, celui qui agit sur ton récepteur, le nouveau qui vient de sortir. Mais je pense que c'est encore aux études. Mais en tout cas, tu regardes ça, tu dis, mon Dieu, ça va être vraiment intéressant si on l'applique comme il faut. Puis là, l'humain est arrivé dans le décor, l'humanerie est arrivée, puis là, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas besoin de perdre de poids puis qui ont nécessairement des... Puis là, on regarde le dosage qui était prescrit pour la résistance à l'insuline. Puis là, tu regardes les dosages qui sont prescrits maintenant, des fois pour la perte de poids. Puis tu te dis, OK, on a doublé la dose. Les symptômes sont plus grands. Les gens perdent plus de poids parce que nécessairement, ils sont symptomatiques. Ils ont des nausées, ils ont une diarrhée. On sait que c'est dur de prendre du poids quand t'es sur le même tout le temps. Mais là, tu te dis, OK, là... le problème qu'il y a, je pense, c'est un peu dans l'application de la chose. Théoriquement, c'est très intéressant. En pratique, ça peut être très intéressant. Puis nécessairement, moi, j'ai des clientes. J'en ai une en particulier là, on va tout essayer, puis c'est vraiment quelqu'un d'assidu, puis tout ça, puis ça a fait toute la différence. Mais à cause du reste, on est resté dans un dosage qui est très, très minime, là, si on compare à d'autres. Tu sais, ça devrait pas être problématique si c'était bien appliqué. Puis c'est hyper prometteur comme molécule, mais encore une fois, si tu changes pas tes habitudes de vie, il va arriver quoi après? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui perd de la masse musculaire là-dedans. Quand on fait l'évaluation, on regarde ça, ils vont dire, OK, t'as perdu beaucoup de poids, mais ta densité musculaire a diminué de façon importante. C'est ton métabolisme à la base, cette affaire-là. Là, après, j'ai pas le goût de gérer ça. Si tu as perdu 50-50, la journée que tu vas arrêter, on va se ramasser avec quoi à gérer. Non, c'est sûr. Mais c'est ça. Nous, c'est peut-être pas prescrit tout le temps de la même façon, mais je pense du fait que j'ai fait beaucoup de formation en médecine fonctionnelle, on en parle beaucoup d'informations des médecins en général aux États-Unis et tout, mais moi, je leur dis qu'il faut que tu t'entraînes au moins 3 fois par semaine en muscu, plus 100 grammes de protéines par jour. J'essaie de leur dire ça, là, parce que ça peut presque tout le temps, ça. Là, un point, un peu 5. Fait que c'est sûr que là, je leur dis, si tu perds vite au début, ben en effet, tu vas perdre ta masse musculaire. Au début, c'est là qu'est la problématique que les gens ils arrêtent de manger, puis ils mangent plus de protéines. Puis là, mais quand il faut vraiment que tu donnes un counseling de feu là, quand tu le prescris. Puis c'est vrai que les gens qui sont capables d'implémenter ça dans leur lifestyle, ils vont être capables de le sevrer, mais ceux qui n'ont pas réussi, puis qui vont prendre un peu comme une béquille, puis qui vont pas bien s'entraîner puis bien manger, ben ils ne pourront pas le sevrer. Là. Ça sera pas... C'est ça. Fait que faut vraiment que tu te dises quand tu le commences, ça, je pense. Parce que si tu veux être capable de le sevrer, il va vraiment falloir que tu changes des choses dans ta vie, mais des fois, ça leur donne quand même la motivation de... Oui, définitivement. Si tu n'as pas de résultats, les résultats font foi de tout. Là. Tu commences une démarche, tu dis, OK, je suis motivé, je me paye un entraîneur, je change mon alimentation, puis tout ça. Après 3 mois de dur labeur, en plus, on parle de la femme monoparentale, tu dis, elle a réussi à faire du ménage de la vie, puis il n'y a pas de résultat. Tu dis, OK, attends un peu. Là. Moi, je suis le premier à dire, écoute, là, on va joindre un autre professionnel à notre discours. Il faut trouver un médecin qui va nous aider. C'est pour ça que je te réfère. Mais, puis cet outil-là est hyper intéressant. Mais c'est quand c'est utilisé comme seule chose, avec aucun encadrement sur le reste, puis c'est de plus en plus ça. Là, j'ai fait, OK, la dérive est arrivée trop vite, je pense, là-dedans, puis le monde n'a pas eu le temps d'avoir l'information juste, de dire, voici dans quoi tu t'embarques. Oui, ça va avoir des résultats, mais
les résultats viennent de où, puis comment tu vas faire pour gérer là, après. Puis, il faut avoir cette discussion-là ouverte. Puis, il faut que les professionnels soient aussi intéressés au bien-être du patient à long terme que juste les résultats à court terme. Mais les résultats font foi de tout. Si l'adhérence à un changement d'habitude de vie, c'est les résultats. C'est comme je te disais, je vais te donner un deuxième job, puis à la fin de l'année, tu n'as pas fait plus d'argent, tu vas dire, ben regarde, je vais regarder juste ça. C'est normal qu'on soit addict aux résultats, puis tout le monde fait ça. Je regarde dans le domaine du fitness, il y a beaucoup de monde qui donne des conseils. Mais quand tu regardes leur vraie réalité, il y a beaucoup de monde qui cheat là-dedans aussi. Là, on en connaît tous. Ils font tout ce qu'ils disent pas de faire, dont prendre ces molécules-là. J'en connais plusieurs. Fait que c'est pas banal, mais moi, j'ai écrit un petit post, puis quand tu fais des affaires sur les médias sociaux, souvent, tu polarises, c'est certain. Je disais que le miracle n'existe pas, puis là, c'est parti d'un bord puis de l'autre. Ceux qui en prennent, ben oui, mais moi, ça m'a aidé, puis tout ça, puis à l'autre. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience avec ça, j'ai été malade, puis là, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on ne vous a pas informé comme il faut, puis ça n'avait pas été bien encadré. Parce que si c'était bien fait, comme le reste, ça serait parfait. Et je pense qu'il y a un gros problème aussi, je ne sais pas à quel point vous êtes au courant de ça, mais il y a des plateformes au Canada qui ont comme un peu réussi à contourner le système au sens que tu as carrément des publicités sur Facebook et comme tu veux perdre du poids, tu cliques, tu t'abonnes, tu as une rencontre avec un médecin, puis le site te dit carrément comme, hey, comme si tu le veux, là, vers où il faut que la discussion s'en aille, il faut que tu mentionnes. Comme tu ne seras pas éligible si tu ne mentionnes pas tel point. Fait qu'ils font semblant de donner une consultation, ils t'envoient par la poste dans ta ville où tu peux aller faire les tests. Tu reviens, tu t'envoies ça par la poste, tu le reçois, tu n'as jamais parlé à personne. Fait que ça, c'est à part les labs underground. Ouais, ben c'est ça, mais ça c'est légal. Là. Ça, c'est. Puis t'as de la publicité sur Facebook, je le sais, parce que moi, tu sais, avec Lyft puis toute la perte de poids, je suis beaucoup là-dedans. Je me fais targeter, puis je trouve ça. Avant, ça aurait été impensable. Puis là, c'est comme. T'as pas besoin de parler à personne. Puis tu sais, je trouve que c'est un sujet. Justement, mettons, toi, ça t'intéresse. T'as tellement ceux qui sont responsables de la santé des gens. Fait que beaucoup, mettons, les entraîneurs sur les réseaux sociaux vont mettre ça comme le démon, que les gens, je pense, que ça leur intéresse, ils vont pas être à l'aise d'en parler. Exact. Fait que là, t'as une solution que c'est comme, faut le cacher. C'est comme si tu commandes, tu sais, je sais pas, des jouets d'un sex shop chez vous, ça arrive d'une boîte cachée. C'est quasiment le même principe. Je veux pas que mes voisins le sachent. Mais ça, c'est vraiment grave pour moi. Oui, c'est grave parce que je pense que il faut pas démoniser cette approche-là puis culpabiliser la personne de faire cette action-là. Puis ça, c'est important dans plusieurs affaires. L'hormonothérapie, c'est la même chose. Il y a des femmes ménopausées qui viennent dans mon bureau puis ils sont gênées de prendre des hormones. Puis je comprends pas. Je dis, ils sont mal vus par leur entourage parce qu'il y a d'autres femmes qui l'ont pas fait puis les jugent. Le jugement est facile. Puis cette approche-là puis l'obésité, c'est la même chose. Il y a des gens, moi, pour l'avoir vécu, il y a du monde qui travaille bien plus fort pour perdre 5 livres qu'il y en a qui vont travailler pour en perdre 15. Il n'y a pas de justice là-dedans. Fait que ces outils-là sont hyper, comme tu disais, Vince, faut pas que la personne se sente coupable. Mais en même temps, je pense que le thérapeute, faut pas que ça soit fait comme tu as vu, là, comme une publicité, puis moi, je prends ça, puis ça va être un miracle, puis on va t'abonner à un produit. Fait que, votre job de sensibilisation puis d'éducation, c'est complexe parce que imagine que tu vois tout le côté hormonal puis tu as en plus à gérer ça. J'imagine le suivi que ça prend. Moi, je regarde ce que je fais comme intervention qui est bien plus simple parce que je réfère pour d'autres choses, mais toi, ça revient tout dans ton bureau puis t'es la dernière ligne. Là. Après toi, il reste personne. Si toi, tu n'as pas la solution, la personne se retrouve démunie. Là. Fait que, c'est une belle solution, ces affaires-là, mais je trouve que c'est ça. Ça prend des gens comme toi qui vont l'expliquer comme il faut puis qui vont prendre l'ensemble des hormones. Un hypothyroïdien qui prendrait ça, ce serait pire, d'après moi, parce que si tu accélères la perte de masse musculaire sans changer le milieu hormonal, là, après, il n'y en a pas beaucoup d'après encore à évaluer, là, parce qu'on est encore dedans, mais c'est facile de projeter et de dire, mon Dieu, que ces gens-là vont avoir une... Mais ça ne regarde pas la cause pour laquelle tu ne perds pas de poids. C'est ça l'affaire, c'est que tu vas juste prendre quelque chose qui va te faire perdre, mais sans avoir adressé le principal problème. Fait que j'avoue que... Puis dans les ovaires polykystiques, c'est-tu un outil qui est combiné à autre chose? Oui, hein? Oui, bien c'est ça. Pour ceux qui ont des problèmes, parce que c'est la même chose, là, ils vont avoir la misère à perdre du poids. Fait que, il y a d'autres choses qu'on peut faire. C'est pas la première chose qu'ils veulent nécessairement faire. Mais s'ils ont vraiment un problème de surplus de poids, des fois, comme je dis, l'Ozempic, ça va vraiment leur permettre de retrouver des règles. La fertilité, les bénéfices sont énormes là, dans la. C'est pas juste esthétique, là, on s'entend. C'est vraiment. Puis tu travailles-tu avec d'autres molécules là-dedans ou c'est essentiellement celle-là? C'est ça, pour pas les nommer, là, parce que pour les noms, mais c'est ça, Ozempic, Mounjaro, c'est pas mal. C'est les plus. Plus en demande, mais les plus étudiés aussi. Là, celui qui a le plus de recul, c'est ça. OK. Ouais. Bon, la ménopause. Oui.
La femme ménopausée, premièrement, quand est-ce qu'elle consulte? Je veux dire, comme on disait tantôt, là, ça peut être préménopausée de 35 à aller jusqu'à 45 ans ou au début cinquantaine. La ménopause, on définit ça comment d'abord? Ouais. Parce qu'il y en a qui ne le savent même pas. Ils parlent de ménopause, mais il y a encore des menstruations. Fait comment on définit ça? Puis c'est quoi les étapes logiques de la femme qui est chez elle, qui voudrait consulter? Quand est-ce que je commence? Puis comment je devrais être encadré là-dedans? Là? Oui. Ben, en théorie, c'est vraiment 1 an d'absence de règles. Fait que ça va être difficile, challengeant des fois chez les femmes qui ont ou plus d'utérus ou une ablation d'endomètre ou un stérilet. Là. Fait que c'est pour ça que nous, mais tu sais, ça change pas tant parce que oui, nous, on va se fier aux symptômes puis au bilan, mettons, pour savoir quand est-ce qu'on commence un petit peu d'estrogène. Mais en général, chez une femme qui n'a plus de règles, dans le fond, qui devrait en avoir puis qui en a plus, ben là, c'est ça. C'est que c'est 1 an d'absence de règles qui va être en ménopause. Puis souvent, ça va être associé avec une FSH qui se met à augmenter. Là, je parlais quand la FSH augmente, on a plus de gras viscéral, abdominal, la baisse des estrogènes. Fait que, il y a toutes les conséquences multisystémiques. Fait que, le fait d'avoir des bouffées de chaleur, puis il y en a qui en ont en préménopause aussi, là, mais c'est juste une des j'appelle ça un peu comme un système d'alarme que le corps met un peu en place là, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là, parce que nos hormones régulent toutes nos fonctions vitales, là, plus que 300 fonctions pour l'estrogène. Fait que, tu sais, quand il n'y en a plus toujours au lendemain, le corps, il en souffre. Puis, tu sais, les plus gros systèmes qui en souffrent, c'est vraiment cardiovasculaire, les os, puis le cerveau. Là. On pourrait dire après ça, il y a plein de choses, là, même l'intestin. Il y a des femmes qui se mettent à avoir des reflux, des ballonnements, troubles du sommeil, l'anxiété. Fait que tout ça, ça se voit dès la préménopause. Là. Je veux dire qu'en préménopause, les symptômes les plus communs, c'est vraiment la fatigue, les troubles du sommeil, le brain fog, puis l'humeur. C'est comme qui est surtout, ça devient de plus en pire souvent en phase lutéale parce que en théorie, mettons, dans ces 10 ans-là, avant la ménopause, ils vont ovuler de moins en moins. L'estrogène aussi, mais va plus fluctuer, mais la progestérone va comme graduellement diminuer. Fait que c'est pour ça qu'ils vont plus avoir... Ils parlent de dominance extrogénique, là. Bon, c'est ça. Je sais que c'est pas un terme qui est tout le temps accepté, mais tu sais, bref, on a moins de progestérone que d'estrogène, de manière générale. Fait que progestérone, c'est une hormone calmante qui aide à dormir, anxiolytique, diurétique aussi, donc de la rétention d'eau, l'irritabilité, tout ce qu'on peut voir. Mais aussi, puis de là, des fois, l'importance aussi des dosages, c'est que je dis souvent à mes patientes, tu sais, quand tu n'as plus d'estrogène, versus plus d'estrogène que de progestérone, tu as les mêmes symptômes. Des palpitations, des bouffées de chaleur, ça peut être parce que tu n'as plus d'estrogène ou tu en as trop. Fait que, c'est pour ça que surtout quand tu supplémentes aussi, là, le dosage peut être intéressant. Puis c'est tous des symptômes qui vont... les femmes qui disent justement, moi, je n'ai pas eu de ménopause parce que j'ai pas eu de bouffée de chaleur, fait que je suis correcte. Au contraire, mais à cause que tu n'en as pas eu, tu n'as pas pu avoir accès aux hormones parce qu'il y a des médecins qui vont dire, ils vont attendre que tu aies vraiment des bouffées de chaleur qui sont l'enfer pour en donner encore, malheureusement. Fait qu'ils n'ont pas pu bénéficier de tous les autres avantages en prévention à cause de ça. Fait que, pour moi, la ménopause, c'est toute ta vie à partir du moment où tu n'as plus de règles. Puis ça dure. Il n'y a pas de post-ménopause. Même s'il y a des symptômes qui vont s'atténuer, les conséquences vont être... Il y a des restes avantages. Les femmes, vous êtes vraiment moins à risque de maladies cardiovasculaires pendant la période que vous avez des hormones. On parle de 50%, je pense, je ne me trompe pas, de moins de risque de maladies cardiovasculaires avant la ménopause. Exact. Puis, moi, j'ai un chum urologue qu'on va inviter, puis il est très coloré. Il dit, en vieillissant, les femmes, grand-maman commence à ressembler à grand-papa, là, parce que elle perd du volume au niveau du bas du corps, elle prend du gras intraviscéral, elle commence à avoir de la pilosité, il y en a qui perdent leurs cheveux. Ça change la physionomie aussi. Fait que, les femmes aussi ont, oui, leur santé, mais ce qu'ils voient dans le miroir, ça fait paniquer aussi. J'ai pris 2 pouces autour de terre, j'ai rien changé. Je me reconnais plus. Fait que, mais au niveau de la santé, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les bienfaits de ces hormones-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des... Les hormones, on parle beaucoup d'esthétisme aussi. Là, dans le domaine du fitness, c'est beaucoup ça. Mais c'est protecteur. L'estrogène a un effet au niveau cardiovasculaire, ça a un effet sur la sensibilité à l'insuline. Ça a un paquet de bienfaits. Comme tu disais, tu as 300 actions différentes, sous-estimées. Fait que, la femme ménopausée, il ne faut pas qu'elle néglige le fait de consulter puis de dire, moi, j'ai pas de symptômes, j'ai pas eu de chaleur. Oui, mais ça veut pas dire que ta densité osseuse n'est pas à risque, puis ta santé cardiovasculaire n'est pas à risque, puis que tu n'as pas un risque d'augmentation du diabète éventuellement, puis tout ça. Fait que c'est important aussi que ça soit dit, ça. Parce que, comme tu dis, il y a bien des médecins, pas de chaleur, correct. On mourra pas de ça. Là, ça. Les lignes directrices, c'est bouffée de chaleur, prévention de l'ostéopénie. Après ça, il y a syndrome en fait, pour tous les symptômes géniturinaires, là. Fait que, sécheresse vaginale, incontinence, choses comme ça. Fait que, c'est vraiment pour les symptômes. On parle pas du tout de la prévention, même si on sait qu'il y a des données à prévention, t'sais. Puis moi, j'en parle tout le temps parce que c'est quand même une discussion qui devrait
être abordé avec les patientes pour qu'ils puissent prendre cette décision-là. Je pense que là, la nouvelle génération, de plus en plus, justement, ils regardent leur mère puis ils veulent pas du tout avoir les vieillir comme elle. C'est vraiment triste. Puis tu parlais du risque cardiovasculaire, mais c'est vrai que quand les femmes perdent leurs hormones, ils vont retomber à avoir un risque cardiovasculaire comme les hommes, pas longtemps après d'avoir perdu leur estrogène. De sorte qu'à 65 ans, un homme, à cause via la testo, a plus d'estrogène qu'une femme à 65 ans. Fait que, c'est vraiment, nous, on produit juste, par aromatisation de nos ovaires puis de notre, qui produit un peu par les surrénances, c'est ça. Ouais. Le DHA qui est déjà, c'est un autre discours, là, mais beaucoup de femmes, à cause du stress puis tout ça, nécessairement, le DHA, ils appellent ça le pregnant old steel, qu'on vole le DHA pour en faire du cortisol, puis finalement, ça finit pas en progestérone, puis l'arborescence se rend jamais en estradiol. Fait que tu te retrouves avec c'est comme tu disais, des hommes qui aromatisent plus. Fait que finalement, ils ont plus d'estrogène que des femmes parce qu'ils sont un peu plus gras puis ils ont un taux de testostérone un peu plus élevé. Fait qu'ils finissent par avoir plus d'estrogène que leurs femmes. Fait que ça, c'est pas normal non plus. Là, mais puis aussi le fait des menstruations en soi, le fait d'avoir des saignements puis tout ça, ça a un effet aussi. Moi, j'appelle ça, moi, je dis aux gars, surtout dans mon âge, là, dans la cinquantaine, donner du sang régulièrement, essayer de faire un genre de turnover. Les femmes perdaient à peu près 1,5 litres, ce que j'avais lu, à peu près de sang par année. Fait que donner 3 dons de sang, ça équivaut à peu près à ça. Fait que, il y a un effet protecteur à tout ça, puis j'entends jamais ça, moi. Les femmes viennent me voir, mais j'ai pas de chaleur, puis tout ça, je suis correct. Je fais pas d'ostéoporose. Ouais, mais c'est pas parce que t'en fais pas aujourd'hui qu'avec un déclin hormonal, t'en auras pas. Fait que le côté préventif, il est pas assez mis de l'avant, je trouve. Je trouve que l'hormonothérapie, au-delà des bienfaits sur je vais rester jeune en termes d'apparence, tu vas être en meilleure santé aussi. Fait que, je pense que le côté santé n'est pas mis assez de l'avant. Les gars, c'est une affaire, ils viennent me voir, ah ouais, mais le testo, là, il y a l'ego qui parle. Moi, j'ai pas de problème érectile. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est que tu vas perdre la densité musculaire, tu vas avoir un changement au niveau de l'humeur. Si tu as une déficience, c'est pas optimal. Fait que, la normalité puis l'optimalité, on le sait dans nos domaines respectifs, on veut que les gens soient optimales, pas normal. C'est quoi normal? C'est quoi ta normale à toi? Effectivement. Même chose que pour les hommes, justement, là, c'est quoi leur normal? Si pour eux, ils ne sont pas dans les critères exactement d'être en bas de 10 pour l'andropause, mais peut-être que lui, sa normale, il était comme 2 fois plus élevé dans sa vingtaine. Il y a quand même des choses qui sont pas prises en considération. C'est ça qui serait le fun d'avoir comme le genre de blueprint quand on est à notre meilleur. À 25 ans, on devrait avoir un bilan hormonal complet et dire, regarde, ça, c'est ce que tu avais l'air, Gabriel, c'est ce que tu avais l'air, Vincent. Puis dans ta vie, on va essayer de te garder là plus longtemps. Mais là, on les teste quand ça marche plus. Fait que là, même la testo, c'est la même chose. Tu regardes t'es dans la normalité, mais entre 1 et 15, on s'entend dessus que t'as biodisponible, on est ailleurs. Là, quand le gars, il était à 12-13 toute sa vie, puis il est rendu à 1, il file, il dit, je sais pas ce que j'ai, là, mais je me sens plus. Puis, mais le médecin, il diagnostique pas andropause ou un hypogonadisme là-dessus. Fait que, il en parle de plus en plus quand même. Je trouve que chez les hommes, le dosage a été quand même plus, vu qu'on dose pour diagnostiquer, tandis que chez les femmes, on dose pas, en théorie. Fait que c'est pour ça que, en fait, dans les grandes conférences qu'on assiste, ils parlent d'optimisation versus déficit. Là. Je pense que c'est... Mais c'est ça. Pour la femme, c'est comme si on ne parle pas d'optimisation. C'est vraiment... c'est juste souffrance. Souffrance extrême, alors tu peux en prendre. Exact. On part de loin là, pour la femme. Les gars, c'est un peu aussi, ça évolue parce qu'il y avait bien des gars qui associaient ça à une faiblesse. Là, il y avait l'ego masculin. Quand le Viagra sortit dans les années 90, le nombre de gars qui s'en ont fait prescrire versus le nombre de gars qui disaient qu'ils en prenaient, il y a une méchante différence. Là. Même aujourd'hui, c'est pas dans un discours populaire. Là. Les filles vont dire « Ah, j'ai des chaleurs, j'ai des problèmes. » Mais le gars qui est en andropause, qui a des problèmes érectiles, il n'en parle pas au souper avec ses chums. Là. Parce que c'est encore ultra tabou. Là, ça fait partie de l'ego masculin. Mais quand ils vont chez le médecin, écoute, tu peux me prescrire des petits pelules, là, ça ferait vraiment mon affaire. Il y a beaucoup d'éducation à faire sur « c'est normal ». Donc, parle-en, puis essaye d'avoir des réponses à tes questions qui sont cohérentes dans le sens que, c'est pas... Je pense que le monde... mettre ça, comme tu disais, j'attends trop tard d'avoir des symptômes importants avant de faire une action. Si tu es ménopausé puis tout ça, regarde des options. S'il y a une option qui est meilleure que de rien faire, fais-le. Puis la même affaire pour les l'andropause. Moi, j'ai bien des hommes que, ils ont passé l'étape d'andropause puis tout ça, puis là, tu les regardes, ils ont de la misère à récupérer, ils perdent de la masse musculaire. Ils s'en vont juste vers un déclin. Pourquoi t'endures ça? Pourquoi tu fais rien? Ouais, mais là, non. Aujourd'hui, on a des solutions qui n'existaient pas avant. Fait que faut ouvrir la discussion. Ouais.
J'ai une question. Oui. Je parle pas beaucoup parce que c'est quand même des sujets très nuancés, extrêmement complexes. Puis je me mets dans la peau de l'auditoire, j'ai une question à vous poser. À travers tout ça, je pense que la plus grosse tranche de clientèle pour les entraîneurs, c'est les femmes. Puis dans cet âge-là, on se le cachera pas, là, c'est une grosse partie. Comment un entraîneur peut naviguer à travers ça? C'est quoi ses solutions? Comment il peut contribuer? T'sais? Comment l'entraîneur peut contribuer? L'entraîneur, il y a une femme qui l'approche avec des problèmes comme ça, puis qui essaie de perdre du poids, puis qui a, mettons, je sais pas, on va dire 40 ans. T'sais. C'est quoi l'approche? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Moi, je trouve que là, je me ferai pas d'amis encore. Là, je suis bon sur notre podcast, on va peut-être polariser les affaires. Mais... On le mettra pas en extrait. Ils les écoutent pas au complet. Oui, c'est ça. non, je vais être nuancé, mais c'est important de connaître ses limites. Je pense que, tu sais, moi, dans ma pratique, j'ai étudié beaucoup. J'ai fait des formations en médecine fonctionnelle, j'en fais encore. Je lis beaucoup là-dessus. Puis je comprends que je suis pas capable de tout faire, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'aventurent dans des endroits où ils devraient pas. Puis tu dois le voir dans ta pratique aussi. Des fois, j'ai eu tel conseil de telle personne, de faire, il ne devrait pas aller là, tu sais. Fait que c'est important qu'on soit capable de déceler c'est quoi, puis d'encadrer la personne dans ce qu'on est capable de faire au niveau des habitudes de vie, puis l'alimentation, l'entraînement, puis de référer. Puis c'est pour ça que, là, j'espère que tu as de la place dans ton horaire. Parce que c'est sûr qu'après ton passage ici, tu vas avoir de la clientèle. Mais c'est important qu'on ait des médecins qui soient capables de recevoir cette clientèle-là, puis d'encadrer, puis qu'on est capable d'avoir une discussion aussi. Tu sais, tu le sais comme moi que les habitudes de vie sont au centre des changements qu'il faut faire, puis tu le fais pas. Puis moi, l'hormonothérapie, je la fais pas, puis il y en a qui s'aventurent là-dedans, puis mon Dieu, ça m'inquiète de voir ça. Fait que tu sais, je me dis, si on pouvait se parler comme professionnel, ça irait mieux, mais présentement, c'est pas encore le cas. Fait que l'entraîneur, l'important, c'est qu'il soit capable de dire, OK, voici où ça commence, où ça finit, parce que, tu sais, il y a beaucoup qui poussent, tu sais. La femme est ménopausée, elle perd pas de poids, rajoute du cardio, coupe des calories, puis là, on empire la situation, puis on crée un stress, tu sais, puis comme on disait tantôt, si t'es pas supplémenté, puis c'est tes surrénales qui prennent le dessus, imagine, je te rajoute, là. Tu sais, tu montes ton cortisol, tu te draines, fait que finalement, on se ramasse avec du monde qui sont complètement épuisés, puis on fait pire que mieux. Fait que c'est important d'avoir les connaissances, de dire, ben, regarde, moi, mon interaction va aller là, mais moi, je suspecte l'affaire, comme je disais, avec les PCOS. Moi, déjà, quand je vois qu'il y a une résistance, puis que je sais que la personne adhère au changement d'habitude de vie, ben, je demande toujours, tu sais, faut faire une évaluation. Mais j'aime ça quand ils commencent avec une évaluation, puis je sais où ils partent, là. Tu sais, fais-toi faire un bilan sanguin complet, puis dis tes symptômes. Tu sais, il y a du monde qui vont dire, ben, moi, je suis allé, puis ils m'ont pas fait, mais tu dis, t'es tout le temps fatigué, puis t'avais froid, puis que t'as pris du poids, puis tout ça. Ah non, mais ils n'ont pas fait ton bilan antiradiien. Tu n'as pas d'indication de prescrire ou d'évaluer. Sois ouverte dans ton évaluation. Il y a du monde qui sont encore gênés d'en parler ou ils ont l'impression que ça va vite tout ça en médecine aujourd'hui. Tu sais, tu rentres dans le bureau, puis il y a des médecins qui te disent d'emblée, là, on a 10 minutes, tu as le droit à une question. Mon Dieu Seigneur. OK. Fait que, tu sais, ça nous aide pas, nous autres. Fait que, on n'a pas tous les outils, puis quand on essaie d'aller chercher, on a de la misère à référer aussi. On ne sait plus où lancer le client, puis tout ça. C'est pour ça que je parlais, qu'on a de plus en plus de médecins privés qui sont aptes à faire ça puis qui se spécialisent d'une certaine façon à faire ça. Puis c'est tant mieux. Parce que, tu sais, on n'a pas... c'est pas notre job de faire le suivi au niveau des hormones, mais c'est notre job de savoir ce qui a été fait puis ce qui est fait au niveau du suivi puis de référer aux besoins. Je suis d'accord, mais je sais pas référer. Tu sais, je présentais pour l'Ordre des chiro du Québec, puis tu sais, on parlait de toutes les problématiques justement de douleurs musculo-squelettiques en lien avec les hormones. Puis c'était ça à la fin, c'est que quand tu as quelqu'un qui est réfractaire, mettons, au traitement, tu as l'impression qu'elle répond pas comme elle répondrait à ce que toi, tu as suggéré comme spécialiste dans ton domaine, ben c'est là qu'il faut que tu réfères, il faut que tu reconnaisses tes limites, puis que tu sois capable de lui dire, ben là, justement, moi, j'ai regardé plus l'activité physique, puis je sais pas à quel point vous êtes... Ça dépend des professionnels qui vous écoutent, mais s'ils sont moins à l'aise avec l'aspect alimentaire dans une certaine tranche d'âge. Pour les femmes, justement, en préménopause, bon, plus de fibres, plus de protéines, probablement qu'ils sont capables de donner des conseils, mais dépendant. Puis après ça, ben, c'est d'aller voir au niveau hormonal, là, puis de référer, de connaître ses limites. Je trouve une petite parenthèse que j'aimerais t'entendre, au niveau des protéines, comme tel, au niveau alimentaire. Les femmes en vieillissant ont tendance, quand on regarde leur alimentation qu'ils font de façon idiopathique, qu'il n'y a pas de recommandation, la première place qu'ils mangent moins, c'est des protéines. La plupart du temps, on dirait qu'ils mangent. Là, tu dis non, c'est parce que ta synthèse des protéines diminue avec le vieillissement. Puis ça t'en prend un peu plus pour être capable. Tu as une genre de résistance à l'anabolisme, si on peut dire ce terme-là.
Fait que c'est encore plus important de faire attention à ça parce que ça va être un déterminant dans ton alimentation qui va faire en sorte que... C'est quoi ta position là-dessus? Ben, tu sais, moi, j'ai tendance à me dire, ben oui, c'est sûr qu'à ce stade-là, moi, je dirais que je laisse les habitudes de vie générales avec les connaissances que j'ai, là, puis j'ai plus tendance à dire, on va vraiment optimiser les fibres et les protéines dans votre alimentation, puis les exercices en musculation. Fait que c'est vraiment ça que je vais aller miser, parce que c'est sûr que, ben, dans mes rencontres, ben, si on a quand même une rencontre préalable avec l'infirmière pour tout le questionnaire qui est assez détaillé. Moi, j'ai beaucoup de demandes, comme vous savez, fait que j'ai comme un 30 minutes. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup d'explications à faire, comme le podcast. J'essaie de le faire en genre 30 minutes, de leur expliquer le cycle menstruel, comment ça fluctue, comment les hormones interagissent un avec l'autre. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je laisse quand même ça à... Mais, tu sais, j'ai la base, là, tu sais, protéines, fibres, puis après ça, ben... Juste l'awareness, de dire, regarde, l'importance d'eux. Après ça, tu sais, va chercher de l'encadrement là-dessus. Mais, tu sais, souvent, moi, je regarde ça, mais j'ai pas tant faim. Fait que, tu sais, moi, je mange plus des petites salades, puis, tu sais, il coupe. Là, je regarde, mais c'est parce que tu as mangé 50 grammes de ta protéine dans ta journée. Fait que ta perte de poids est accentuée par le fait que tu perds de la masse maigre puis ton métabolisme ralentit. Fait que, tu sais, je pense que ça fait partie d'un tout, là, mais je dois juste avoir ta position comme médecin là-dessus. C'est ça, c'est quand même... c'est strictement... Après ça, j'ai quand même des gens à qui je réfère, là, que je peux peut-être avoir vos coordonnées, si jamais vous voulez que je vous en réfère. Ben, on a de plus en plus d'entraîneurs qui sont formés chez nous, puis nous, c'est pour ça que l'IF a été créé. On veut avoir des intervenants qui sont... c'est Kevin Arsenault qui est notre formateur principal, là. Il a 2 bacs, maîtrise. C'est un gars qui est très, très, très professionnel, très axé sur la science, puis tout ça. Fait que c'est important qu'on ait les données qui sont probantes aussi, puis qu'on est capable de s'orienter sur quelque chose qui est un peu plus science-based que bro science puis expérience personnelle. Ça a sa valeur, mais tu sais, je pense que la base, c'est ça. Fait que nécessairement, c'est plus facile peut-être pour des médecins de référer quand on sait qu'il y a des gens qui ont une formation solide en arrière aussi. Good. Ouais, c'est sûr. Je suis bien d'accord. Tu sais, moi, ce que j'apprécie de l'épisode aujourd'hui, c'est que je trouve que c'est bien aussi qu'on reste pas juste dans notre petite zone de confort et de recevoir des gens qui peuvent montrer aussi aux entraîneurs tout ce qu'ils savent pas. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup parlé parce que j'ai juste appris, tu sais. J'en connais du stock, là, ça fait longtemps qu'on fait ça, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment important. Puis justement, d'avoir une corde de plus à son arc pour pouvoir référer. Je pense qu'on en parlait dans d'autres épisodes. On a reçu un nutritionniste, on a reçu toutes sortes de gens. Puis le client va toujours apprécier quand l'entraîneur va savoir où s'arrêter puis référer. Tu sais. Ça montre tellement de professionnalisme. Puis si ton but, c'est vraiment d'aider le client, ben c'est fantastique. Tu sais. Moi, ça m'est arrivé souvent. Tu as du succès avec certains types de personnes. Puis là, à un moment donné, out of nowhere, il y a une référence de ces gens-là qui rentrent dans ton bureau. Puis c'est complètement hors de ton champ d'expertise. Mais parce que tu as eu des bons résultats avec du monde que c'était compliqué dans ton champ d'expertise, ils pensent que tu sais tout, que tu sais tout. Fait que là, je leur dis, moi, d'emblée, j'ai aucune idée comment traiter ton... Ben ouais, non, je pensais que tu étais bon. Ben justement, je pense que je suis assez bon pour savoir où est-ce que ça s'arrête, mon intervention. Fait que tu sais, ça gagne à être fait aussi parce qu'il y a beaucoup de gens... Tu sais, on a plusieurs chapeaux. Là, tu sais, on joue au psychologue aussi. Là, tu sais, quand tu fais de l'encadrement, puis tu as une personne qui vient de façon récurrente dans ton bureau, à un moment donné, tu crées un lien puis tu te dis, mon Dieu, pourquoi qu'elle me parle de ça? Là? Tu sais, fait qu'on a le chapeau de faire de la psychologie un peu, d'encadrer le client au niveau de l'alimentation, de l'entraînement, on réfère sur des affaires. Mais il faut savoir, tu sais, notre cadre professionnel, nous autres, c'est ça que je fais. Puis je vais te référer, puis je vais parler à ton médecin. Moi, j'ai souvent des conversations avec des médecins. Puis les médecins, ils sont réfractaires un peu souvent. Tu sais, j'appelle, moi. D'emblée, là, tu sais, je veux parler au médecin ou je peux avoir un... Mais pourquoi je veux parler au médecin? C'est pas tout le patient puis le client, mais c'est parce que j'ai ce client-là qui va chez vous depuis longtemps. Puis ça serait important qu'il y ait cet encadrement-là. Puis de plus en plus, il y a une ouverture. Surtout privé, en plus de temps. Des fois, ils ont plus d'ouverture. Mais je trouve ça important qu'on puisse faire ce genre de travail-là multidisciplinaire ensemble parce que on va être vraiment meilleur. Puis le patient ou le client, là, dans notre cas, c'est des clients parce qu'on est pas médecin, là, mais va être vraiment mieux encadré. Absolument. Docteur. Good job. Oui, j'apprends. La féministe en moi, tu sais. Oui. J'attends que le gars me dise madame, je suis comme yes, je vais pour Là, j'ouvre la porte. Les gens qui ont apprécié l'épisode et qui aimeraient s'en apprendre plus ou qui aimeraient recourir à tes services, où est-ce qu'ils peuvent te suivre, en apprendre plus, etc.? Ben, j'ai mon Instagram. Fait que j'ai dr.gabriellandry. Puis c'est pas mal ça pour mon... J'en ai un autre, mais c'est un petit peu moins pertinent. Mais je parle d'hormones tout le temps, même dans mon perso. Gab_Landry aussi. C'est vraiment ma vie, les hormones. Sinon, ben j'ai mon site web. Fait que si tu me googles, tu vas trouver. Là. C'est pas bien compliqué. Puis c'est sûr que là, en fait, j'ai quand même une belle équipe. Fait que c'est pas si pire. Là, les attentes, c'est juste pour me voir, moi, en premier rendez-vous, ça va comme
genre en avril 2026. Mais j'ai quand même une médecin qui commence, j'ai une IPS, tu sais, comme des gens qui peuvent... Puis tu sais, moi, je suis un peu toc, là, fait que dans le fond, je révise tout le temps toutes les notes de mes cliniciennes, même si je travaille avec collaboration. C'est comme si c'était moi, finalement. Parce que Super. je peux pas... Moi. Excellent. Ben, merci beaucoup. Merci pour ton temps. J'espère, chère audience, que vous avez apprécié. Merci, Vince. Merci. Vraiment, Gabriel, j'apprécie. Je sais que tu es occupé. Juste que tu aies pris le temps aujourd'hui. Là, je suis vraiment content. Cool. Bonne journée, tout le monde.